Madame, monsieur, bonjour et merci infiniment à vous de nous retrouver ce matin sur Equinox Télévision pour ce nouveau numéro de votre magazine 10-12 Le Zénith. Ainsi donc, le gouvernement a enfin parlé par la voix de son chef, le chef du gouvernement, Chief Joseph Dion Ngouté, qui a parlé hier et qui a donc édicté les 13 mesures fétiches pour lutter contre le coronavirus. Madame, monsieur, la question que l'on se pose ce matin, et ça de manière naturelle, c'est de savoir quelles sont les conséquences des mesures prises sur la vie des Camerounais. Et donc, il y a un manque à gagner pour les bensikineurs, pour ces conducteurs de moto-taxi qui vont devoir, comme vous le savez, ne plus faire ce qu'on appelle, entre guillemets, le bâchement. Aux entreprises de grande taille également qui vont subir le contre-coup. L'absence des importations de Chine qui a près de la moitié des recettes douanières du Cameroun. Ça représente ces importations près de la moitié des recettes douanières du Cameroun. La chute des cours du pétrole, ça aussi il faut y penser, madame, monsieur. On sait que le pétrole a une part importante dans le budget de l'État, donc ça va impacter sur ce budget de l'État. Et on sait également que de nombreuses personnes aujourd'hui sont également à l'attente des mesures d'accompagnement sur le plan fiscal, sur le plan économique, de ces mesures du gouvernement camerounais, parce qu'il faudra faire en sorte de ne pas avoir sous le dos la faillite des entreprises camerounaises, on va dire ça comme ça, parce que c'est aussi là l'un des axes majeurs de tout cela. Rien n'est dit, l'État ne dit rien concernant ainsi le social, les loyers à payer, les impôts, toutes les conséquences des fermetures obligatoires sur les liquidités des entreprises et des salaires également des employés, qui va payer la note du coronavirus. Ajoutez à cela la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest, madame, monsieur. La situation du Cameroun est préoccupante. On le dit encore ce matin, madame, monsieur. L'on sait que cette situation sera dangereuse dans un mois. Une situation qui sera très dangereuse dans un mois, parce qu'on sait qu'aucun bateau n'est parti de la Chine. Il y a presque 3 mois, aucun bateau n'est parti de la Chine. Et toutes ces mesures ont été prises alors que l'on note que le Chan a été reporté. On sait que depuis quelque temps, la mesure était attendue. Les mesures étaient attendues, mais beaucoup espéraient encore que le Chan se joue au Cameroun. Malheureusement, cela a été reporté. Le Rwanda, qui s'est désisté, a donc empêché ou bien contraint tout le monde donc à reporter le Chan. On sait que les pays qui ont réagi avant le Cameroun, tels que le Sénégal, la Côte d'Ivoire, avaient déjà pris des mesures, on va le dire, drastiques. Le Cameroun s'est retrouvé ainsi coincé et a donc dû se résoudre à prendre ces mesures-là hier, 13 mesures. On se pose également une question essentielle ce matin. L'on ferme les écoles toute la journée, mais l'on ferme les bars seulement jusqu'à 18h. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que les bars sont plus importants que les écoles et qu'on ne peut pas, au Cameroun, pour une fois, se permettre de fermer les bars toute la journée ou quoi? Donc on se pose la question ce matin. Il y a également un ouvrage à lire, et cet ouvrage-là, pour ceux qui l'ont lu lorsqu'ils étaient adolescents, un ouvrage d'Albert Camus, La Peste, édition Gallimard en 1947. La Peste, qui, comme vous le savez, est un ouvrage, un roman qui a mis en scène en Oran, une ville en Algérie, comment les populations là-bas vivaient leur quotidien de la peste et comment là-bas on s'est engagé à lutter contre l'épidémie et comment les erreurs de la ville d'Oran peuvent être répercutées en 7 ans d'épidémie de coronavirus. Donc on peut relire La Peste de Albert Camus pour se remettre dans le contexte et voir ce qu'on peut faire pour ne pas refaire les mêmes erreurs qu'à cette époque-là. Madame, monsieur, merci à vous de nous retrouver comme chaque matin. Nous sommes le mercredi 18 mars 2020. Restez avec nous. L'équipe est en place. D'abord vous, monsieur Batchou Charlamel. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Eric Fopoussi Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Un bonjour tout à fait particulier au Premier ministre qui a joué son rôle, bien qu'il ait reçu des instructions, la haute instruction. C'est bien. C'est ce qu'on attendait, c'est ce qu'on demandait depuis. Mais seulement, à solution de crise, mesures radicales. Vous n'avez rien dit au sujet des mosquées, vous n'avez rien dit au sujet des églises, vous n'avez rien dit au sujet des prisons du Cameroun, parce qu'il y a de nombreuses personnes
qui sont dans les prisons, quelles sont les mesures qui ont été prises pour éviter, on s'attendait à ce que tous les secteurs soient véritablement touchés. Bon, on peut dire déjà merci au ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, qui a pris sur lui de donner instruction à ce que toutes les salles d'audience, dont toutes les audiences, soient reportées d'un mois dans ces tribunaux morts. À partir de ce jour, ces tribunaux morts, si vous avez vos affaires, c'est dans un mois. Très bien. Alors, il y a interdiction des rassemblements de plus de 50 personnes, dont les églises qui ont 100 personnes, c'est mort. Il fallait expressément le dire. Il y a les prisons, hein, c'est des rassemblements de plus de 50 personnes. Là encore, il faut aller au bout de la logique. Hein. Lorsqu'on prend des mesures, il faut aller au bout de la logique et les prendre jusqu'au bout, hein, Monsieur Mathieu Charlabel. On va évidemment rappeler que vous serez là à 10h30 pour votre chronique quotidienne. C'est la colère de Charlamel. Rendez-vous à ne pas rater, madame, messieurs, au cœur de ce programme encore ce matin. Également sur le plateau, vous, Karine Sontia, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Fopossi et bonjour aussi à nos téléspectateurs. On parle ce matin aussi de Manu Dibango qui se porte mieux. On nous dit qu'il a été infecté du Covid-19. Il a été amené aux urgences. Il va très bien maintenant. Il récupère petit à petit. Il est même déjà rentré chez lui. En tout cas, il faut être certain que les informations qui circulent sont assez contradictoires sur la question. On ne va pas être définitif là-dessus, même s'il y a un document qui circule et qui tend à faire une précision comme étant, on va dire, une réaction des proches de Manu Dibango sur cette question importante. Donc, cher public, chers amis, nous portons à votre intention qu'après une récente hospitalisation due au Covid-19, Manu Dibango se repose et récupère dans la sérénité. Il vous demande de respecter son intimité. Il se réjouit d'avance de vous retrouver prochainement et vous demande en cette période troublée que nous traversons tous de bien prendre soin de vous amicalement. C'est attribué aux proches de Papa Manu Dibango. Papa Manu, donc Dibango. Également sur le plateau ce matin, madame, monsieur Bombok Bengan Kadje, bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur Fopossi Negou, bonjour à vous chers téléspectateurs. Vrai ou faux, on n'en sait rien, mais certains journaux ont titré ce matin qu'il y a eu une divergence de point de vue entre le président national du RDPC, son excellence Paul Biya, et le secrétaire général du comité central du RDPC, Jean Kouete, qui lui avait proposé 3 noms au perchoir: l'honorable Kamsouloum, l'honorable Zondo, l'honorable Baoro. Parce qu'il ne faut jamais, on n'embarrasse pas le chef de l'État. Généralement, on envoie 3 propositions en lieu et place de Cavalier d'Ibril, qui lui n'était pas là à ce moment-là. Mais il est revenu, il a pris le perchoir. Je pense qu'au sein du parti, si cela est vrai, M. Cavalier ne va pas s'en prendre au secrétaire général du comité central. Bon, coronavirus, Covid-19, vous ne dites rien ce matin. Justement, je voulais... Autorité traditionnelle, l'Afrique est confrontée à quelque chose d'assez grave. Deux choses. La première, c'est qu'il faut suspendre la session de l'Assemblée nationale. Il faut bien obéir aux instructions du gouvernement. Et que l'Assemblée nationale, avec l'actuel président qui sort de France, est-ce que... On ne sait pas. Beaucoup de choses. Mais il faut suspendre. Le gouvernement a dit plus de rassemblement de plus de 50 personnes. L'Assemblée nationale compte plus de 50 personnes. Il faut suspendre cette session-là. Deuxième chose, je souhaite maintenant, l'Université de Yaoundé 1 nous a montré la voie. C'est là on a vu les scientifiques. Mais s'il vous plaît, la même université, vous avez le département de la chimie organique. Approchez-vous également ou alors coordonnez l'action avec la cellule de promotion de développement de la pharmacopée traditionnelle. Il y a là, c'est vous qui allez trouver des médicaments contre le coronavirus. Les autres là n'en sont pas. Ne faites plus ce que vos aînés ont fait. Le paludisme est ici, mais c'est les laboratoires occidentaux qui fabriquent les antipaludéens. Donnez-nous les médicaments contre le coronavirus. Vous en avez les moyens. D'accord. Vous en avez les moyens. En tout cas, beaucoup montent au créneau pour exiger que le gouvernement s'accompagne, comme on le voit ailleurs, d'une équipe scientifique, de coordination scientifique, dans lesquelles il y aura des anthropologues,
des sociologues, des virologues, des immunotologues, des infectiologues et toute une batterie d'experts, comme on le voit ailleurs, qui vont être à la coordination scientifique de toutes les mesures qui sont prises. Que le politique ne pense pas qu'il peut tout et qu'il sait tout. On est clairement là dans une affaire où il faut des experts pour gérer la question. On va encore sonner l'alerte ce matin, quitte à ce qu'on nous dise que nous critiquons toujours, mais il faut qu'on fasse ça, c'est une urgence signalée et que ces personnes-là soient connues et qu'on sache effectivement ce qui est fait. L'autre question, et c'est ça qui est plus grave, c'est que les vols sont arrivés hier au Cameroun venant de ces pays infectés d'Europe. Et rapidement, il a été instruit de placer ces personnes-là en quarantaine pendant 14 jours. Sauf que ce qui s'est passé hier à Douala est absolument inacceptable pour un pays comme le Cameroun. On ne peut pas continuer à agir avec autant d'improvisation alors que ce pays regorge autant de potentiel intellectuel. Ce qui s'est passé hier avec des hôtels qui malheureusement se sont retrouvés, on va le voir par exemple ici à Akwa, à ne pas avoir de place et que finalement les chambres qui ont été confiées à certains passagers qui viennent de l'Europe et pas de courant électrique. Vous imaginez dans un pays comme le Cameroun, il y a eu un grabuge, ces personnes censées être placées en quarantaine se sont retrouvées dans la rue hier, en pleine rue. Des personnes censées être en quarantaine, on les a vues en pleine rue. C'est absolument inacceptable et finalement, ces personnes ont finalement été logées à Bonanjo, dans un hôtel là-bas. Donc, il faut qu'on trouve les moyens. Ça ne peut pas continuer comme ça pour ce pays où, malheureusement, on est toujours attrapé par nos bricolages. On va démarrer le programme de ce matin, mesdames, messieurs, avec la première rubrique, une rubrique qui est portée par vous, Dominique Audrey. Au Yengelek, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour aux téléspectateurs. Ce matin, je vous rapporte une histoire qui m'a été racontée par une sœur. Il s'agit de la sœur de Diane. Diane qui a rencontré Romaric il y a 3 ans. Les deux se sont mis ensemble et aujourd'hui ont un bébé de 10 mois. Ça fait 7 mois qu'ils vivent sous le même toit après la cérémonie de Toke Porte. Diane a raconté à sa sœur qu'une fois, alors qu'elle était en train de faire le ménage dans la chambre, dans leur maison, elle est tombée sur une boîte de médicaments. Quand son mari Romaric rentre du travail, elle lui pose la question de savoir c'était quoi ces médicaments, à qui est-ce que ça appartenait. Il lui a dit non, c'est certainement pour mon cousin qui vivait ici avant que tu n'arrives, donc c'est rien d'important, vas-y, laisse tomber. Sauf que lorsqu'il sort, elle fait des recherches sur Internet et elle se rend compte que ce sont des antirétroviraux. Lorsqu'il rentre, elle le lui dit. Et il a fait la moue, il a botté ça en touche et elle lui a donc dit que comme ce n'est pas important, ce n'est pas pour toi et que c'est un danger, je vais jeter ça dans les toilettes pour qu'on ait pu avoir ça. Il a tout fait pour qu'elle ne le fasse pas. Quelques jours après, elle va fouiller la voiture de son mari à son insu et elle tombe sur un plastique sale qui contenait un carnet et 4 boîtes d'antirétroviraux encore. Elle lui a encore posé la question de savoir, mais c'est toujours ton frère qui a laissé ces médicaments dans la voiture? Ils ont eu une altercation et depuis ce jour-là, Romaric, chaque fois qu'il rentre, il a une sacoche qu'il est le seul à pouvoir utiliser, le seul à avoir accès à cette sacoche. Il entre dans la chambre, il dissimule ce sac et lorsqu'il sort, il ressort avec. Elle s'est rapprochée de sa sœur qui nous rapporte l'histoire et elle lui a confié la situation et les deux sont allés à l'hôpital où elle a fait un test et il s'est avéré que son test à elle est négatif et elle a la confirmation que son conjoint, lui, est séropositif. La question qu'elle pose aujourd'hui est de savoir comment lui dire qu'elle sait qu'il est séropositif. Comment est-ce qu'il a pu être dans cette situation depuis le départ et ne le lui a pas dit? Comment est-ce qu'elle devrait le quitter pour ça? Et est-ce qu'elle devrait en parler avec sa famille également? Ça fait sensiblement 4 questions. Non mais c'est un sujet très compliqué à gérer parce que là maintenant on aura le ONU-SIDA sur le dos, on aura toutes les organisations, l'OMS sur le dos parce que ce qu'on va dire va être très compliqué à assumer. Vous savez que on est dans un monde où il y a non à la discrimination. Vous savez que c'est une ligne directrice mondiale sur cette question-là. Et attention à ne pas être dans la stigmatisation
dans la discrimination. Donc c'est un sujet très compliqué à régler parce qu'on risque de ne pas être vraiment en conformité avec ce que la ligne directrice mondiale et ce que pense l'OMS sur une question comme celle-ci, même si à la base il y a une dissimulation d'informations qui peut être également relevée dans l'histoire de ce matin. Alors, Bengan, qu'est-ce que vous dites à cette jeune femme? D'abord, qu'elle reste dans son mariage, qu'elle opte pour les rapports protégés, qu'elle n'en parle pas à sa famille, mais qu'elle en parle à son mari. Elle dit que, voilà, je suis allé vers les tests d'études, je suis convaincu que ces médicaments sont une prescription médicale qui te concerne. Donc, il n'y a pas question, à partir du moment, elle lui dit des mesures qu'elle va prendre pour les relations intimes. Première chose. Deuxième chose, dans l'Afrique traditionnelle, justement, on ne cache pas la maladie. Et surtout quand vous êtes en couple. Et lorsque la vie s'est avérée que l'homme est pervers, et par exemple, nous on ne connaissait pas le sida à notre époque, on connaissait les autres maladies qu'on appelait maladies vénériennes, c'est comme ça que nous on les appelait avec notre langage de non-initiés occidentalisés. Vous n'avez pas osé le mot indigène, quand même. Non, des indigènes. Mais étions-nous indigènes? Oui, c'est quoi l'indigénat? Nous étions les indigènes, on les appelait les maladies vénériennes. Oui. Quand vous entendez des MSC, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais nous, on appelait maladies vénériennes. Si vous infectez votre femme 2-3 fois, on peut vous interdire d'avoir des relations intimes avec elle. Parce qu'on dit, vous voulez gâter son ventre. Il est hors de question que vous gâtez le ventre de notre fille. Donc, pour des hommes pervers, on demandait à la femme... Hier, ici, je lisais l'article 260 du Code pénal. Hein. Voilà. Nous, on avait l'article 14 de la charte de Cancan qui dit n'offensez jamais une femme nommée, la mère. C'est comme ça que c'est écrit. Vous pouvez lire l'article 14. Donc, en fait, l'homme, il a tort. Il doit avouer maintenant à sa femme et se plier aux orientations de leur rapport. Comment va-t-elle donc faire pour amener cet homme à faire ça? Non, il y a des gens pervers, il y a des gens un peu méchants, peut-être aussi la honte. Mais la honte, c'est ce genre de honte qui peut décimer toute une famille et c'est pas bien. C'est vrai que même dans comment vous appelez ça, les consultations médicales, vous pouvez décider qu'on vous consulte séparément, l'homme et la femme. Mais on ne cache pas, il n'y a pas de secret médical dans le couple. D'accord. Il n'existe pas de secret médical dans le couple. Donc l'homme, il a tort, il va qu'il avoue à sa femme qu'il est infecté. D'accord. Alors, Chalamel, qu'est-ce que vous préconisez ce matin? Il faut dire que c'est très méchant. C'est très méchant d'en arriver là pour cet homme. Ça, on ne peut pas donner raison à cet homme. C'est excessivement méchant de sa part, à moins qu'il faut peut-être le dire qu'il a été coupable, il a été infecté bien après. Mais 3 ans avec un bébé de 10 mois qui consomme, bon c'est vrai que vous pouvez, l'un peut avoir, l'autre n'a pas, à partir des anticorps c'est possible. Donc si la femme n'a pas, c'est une chance, on va le dire pour elle. Donc, je crois qu'elle ne saurait tarder. Je vais retrouver le bonbon. Elle ne saurait tarder, qu'elle attende qu'il vienne. Elle le fait asseoir en lui disant, bon, écoute, je souhaite que demain nous allions à l'hôpital. Aussi simplement que ça. Je souhaite qu'on aille à l'hôpital faire des examens, juste pour voir la réaction de son gars en lui disant, ok, tant qu'on n'a pas eu à aller faire des examens, toi et moi, il n'y aura plus rien. Basta, moi je suis allé, voilà ce que j'ai fait, je souhaiterais qu'on aille le faire. Elle présente le sien en disant, jusqu'à ça, c'est tout ce qu'il y a lieu de faire. Mais j'estime que c'est un énorme choc. Ce qu'on est en train de demander, c'est normal. Le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire. Accepter ces différents cas. Mais est-ce qu'elle va pouvoir, la sœur est déjà au courant, parce que la sœur au courant, elle va dire au frère, à la sœur, à la cousine, la tante, l'oncle, ça va se répandre, que vous le voulez ou non, ça va se répandre. Et une fois que cela va se répandre, il y aura des stigmatisations qui vont entrer, et sur l'enfant, et sur
et sur le gars. Donc finalement, elle va se retrouver à vivre avec ça. C'est déjà ouvert, elle est déjà au marché. Permettez-moi de vous dire que comme sa sœur est déjà au courant, elle est déjà au marché. Et quand quelque chose est au marché, c'est chacun qui achète à son prix. Donc ce qu'elle gagnera à faire, c'est rester avec son gars, très simplement, le mettre au fait, s'il n'est pas d'accord, voir comment elle prendra des mesures, soit un accompagnement, parce que je pense qu'il y a des médecins qu'on peut appeler qui viennent à la maison, mais il y a des pères éducateurs. Elle peut se rapprocher des pères éducateurs, les contacter, ils vont venir à la maison, parce que face à des personnes parfois, comment on va dire, qui sont réticentes, face à des personnes qui ont un certain comportement agressif, on envoie souvent les pères éducateurs aller gérer ce type de situation. Donc je pense qu'elle est dans cette phase. C'est très méchant pour l'homme, vraiment, c'est condamnable. S'il avait été chez les Bantous, je peux vous assurer qu'on allait le castrer, M. Eric Fopoussi. Ce type de comportement finissait avec la castration. Oui, on allait le castrer. Mais oui, pourquoi Je dis qu'on allait le castrer. D'abord d'avoir des relations sexuelles, on le castre. Vous pensez que nous, on était... C'est pas violent, hein? D'accord. D'accord. On va poursuivre avec vous, Karine Sotia. Vous êtes sur quel type de propos ce matin? Il faudra déjà que Diane accepte de se placer, de se mettre à la place de son conjoint. Parce qu'il n'est pas évident pour qui que ce soit de parler de sa situation sérologique. Il dit pour personne. Et que ce soit votre époux, votre fils, votre petit-fils, ce n'est pas évident. Et c'est le même comportement que les personnes victimes de viol. La plupart du temps, tellement ils se culpabilisent qu'ils oublient qu'autour d'eux, il y a des personnes qu'ils doivent aussi protéger. Et je pense que c'est dans ça que le conjoint de Diane se retrouve. Mais je pense aussi que, puisqu'elle connaît déjà la situation, il est temps pour elle d'en parler avec lui. Parce que peut-être en parlant avec lui, il pourra se libérer. Parce que le véritable problème ici, c'est que plus il reste avec cette maladie, plus il se morfond. Psychologiquement, c'est quelqu'un qui est déjà faible. Donc, il faudrait qu'elle soit un peu plus forte pour lui, pour que leur couple puisse résister à tout ce qu'ils vont vivre. Si tant est que sa sœur va raconter à tout le monde, va en parler au quartier, aux familles et tout, il est quand même temps qu'elle prenne la situation elle-même en main. Parce que dans un couple, lorsqu'une personne est dans cette situation faible-là, il faut quand même qu'il y ait une personne qui ramène l'équilibre. Et je pense que c'est Diane qui a la responsabilité de ramener l'équilibre. Et si elle pense qu'il va me contaminer, je pense qu'elle n'a pas encore bien compris les résultats. Parce que lui, il aurait pu être avec elle et ne pas prendre les antirétroviraux s'il était vraiment mauvais, genre je veux qu'on meure ensemble. Mais je pense qu'il prend des médicaments. Donc son projet, ce n'était pas de contaminer, mais de garder son secret à lui. Et ce qu'on peut comprendre, bien qu'on soit en couple et que ce n'est pas normal. Donc, Diane a la responsabilité aujourd'hui de protéger, peut-être pas le secret, mais de protéger son couple. Parce que c'est un secret qui est déjà d'ailleurs, donc c'est plus un secret, c'est devenu public, de protéger son couple, mais de poursuivre avec lui les médications, parce que même l'enfant pourrait être infecté, on ne sait pas, mais elle doit aussi faire ses examens sur l'enfant qui a 10 mois et voir dans quelle mesure est-ce qu'il pourrait élever cet enfant-là de manière, je sais pas, cadrée, parce qu'il y a aussi une manière d'élever des enfants qui sont dans des familles de victimes d'antirétroviraux, encore de malades, de VIH. Non. Je veux dire qu'il y a des termes, il y a des termes. Oui, je dis. Non, une seconde. Une seconde, Karine. J'ai dit que vraiment, j'ai dit qu'un sujet comme ça, c'est un sujet qui est très technique et j'ai dit, il faut attention. Une personne vivant avec le VIH n'est pas dans la maladie. On fait la maladie quand on tombe malade. Voilà. Il est actuellement infecté au VIH, donc il n'est pas malade. Donc, ce sont les thèmes qui sont... L'OMS tient à ce qu'on fasse ces précisions. C'est important. C'est pourquoi il dit qu'il faut toujours manipuler ces concepts avec beaucoup de... Je n'ai nullement dit le contraire. C'est pourquoi j'ai dit, on accompagne les formateurs, comme M. Madjou a cité tout à l'heure. Moi, j'ai travaillé avec eux pendant un certain moment. Ce sont des personnes qui vous accompagnent. Comment vivre cela au quotidien dans votre couple? Comment élever les enfants dans les circonstances pareilles? C'est de ça que je parlais. Je ne parlais pas de la maladie en elle-même. Non, j'expliquais que...
dit que le gars est malade n'est pas exact. Ah non. Voilà. Il faut aussi ajouter que depuis plus de 2 ans aujourd'hui, toute grossesse est suivie. C'est les premières choses qu'on fait. Donc, si l'enfant avait été infecté depuis l'âge de 10 mois, depuis plus de 2 ans, aujourd'hui, on l'aurait su. Donc, l'enfant, dès les premiers mois même de la grossesse, les premiers mois. Oui. C'est les premiers examens. Et à chaque visite, on commence toujours par ça. D'accord. Dominique Audrey. Le mal qu'on a eu avec cette maladie liée au VIH, c'est qu'il y a eu une grosse désinformation. On a tous, au départ, stigmatisé les personnes qui pouvaient être susceptibles d'avoir cette maladie. Et pour cause, d'avoir cette infection. Oui, d'avoir cette infection, parce qu'on n'a justement pas été bien informés. Oui. Avoir une personne qui est séropositive ne change fondamentalement rien. Dès le moment où la personne prend normalement un traitement antiviral, la charge diminue considérablement et il peut même arriver que la personne ne fasse même pas la maladie. Et par conséquent, il n'y a pas de risque que vous soyez infecté. Le seul reproche qu'on peut faire, et c'est compréhensible, c'est un peu comme les personnes qui souffrent d'un handicap physique, c'est la culpabilité. C'est ça qu'on reproche à Romaric, de n'avoir pas été ouvert envers sa femme. Et c'est compréhensible parce que généralement, les personnes qui souffrent de cette maladie-là se disent que lorsque je vais le dire, je vais me retrouver seule, je serai seule. Au contraire, dans le monde, on rencontre des gens qui, dès lors qu'ils ont même su qu'ils souffraient de cette maladie-là, ils sont restés ensemble. L'OMS a recensé un cas en Zambie, par exemple, où un homme et sa femme ont eu jusqu'à 8 enfants. Ils ont eu 21 petits-enfants, malgré que tout le monde savait que le père était infecté, avait été séropositif. Donc, aujourd'hui, être séropositif, honnêtement, ce n'est pas un frein. Ce n'est pas suffisant pour que vous quittiez cette relation. Maintenant, les préjugés. Que votre mari soit séropositif ou pas, il sera toujours indexé pour une raison ou pour une autre. Est-ce que vous trouvez en cet homme-là les qualités d'un homme qui pourra faire votre bonheur? Si vous répondez à cette question-là, je crois que vous avez répondu à toutes les autres questions. Donc, vous n'allez pas le quitter pour ça. Si vous entrevoyez d'avoir d'autres enfants, vous pouvez faire recours à la procréation médicalement assistée. Bon, maintenant, par rapport au taux d'infection de votre mari, vous pouvez ne pas avoir une procréation médicalement assistée. On pourra vous permettre d'avoir quelques rapports sexuels non protégés à une période bien précise. Donc, comme Père Mbomboka dit, vous pouvez toujours avoir des rapports sexuels, mais ceux-là doivent être protégés. Il faut également éviter d'avoir les rapports sexuels oraux parce que cela favorise encore la contamination. C'est important. Donc, quand j'ai dit ça, j'ai dit à Diane que le plus important, c'est d'en parler avec son conjoint et de savoir pourquoi vous êtes avec lui. Dites-vous que aujourd'hui, ce VIH peut être assimilé à un paludisme. D'accord. Donc, je pense qu'on a fait l'effort d'être assez correct sur un sujet comme ça, parce que faut pas se faire taper le doigt avec l'OMS. Oui, l'information sur le VIH, l'encadrement des personnes infectées ou pas, n'a pas été bien suivie. Parce que c'est un virus qu'on a envoyé pour nous tuer. Bon, donc, maintenant, c'est un plan. Maintenant le débat, débat sur le conspirationnisme et la théorie du complot. Je laisse libre cours aux Camerounais, évidemment. En 7 ans de Covid-19, vous savez que les gens parlent beaucoup et estiment que bon, l'affaire n'a pas fait ce qu'il fallait, ce qui était prévu de faire. Donc il faut en rajouter. Maintenant, est-ce que c'est quelle est la scientificité de tels propos? Je vous pose la question. Oui, non, la scientificité vient à ceci que les scientifiques, quand ils vont pousser, quand leur esprit va les amener vers cela, ils vont rendre public. Ils ne peuvent dire que ce que leur cerveau connaît. Ce que leur cerveau ne connaît pas, ils vont dire que ce n'est pas scientifique. Et pourtant, c'est scientifique. Voilà. En tout cas, de toutes les façons, vous savez, en réalité, lorsqu'on a des maladies qui sont censées, comme le cancer par exemple, je regardais encore une série tout récemment où il y a une jeune femme qui est atteinte d'un cancer de leucémie. Elle doit mourir bientôt, du moins on lui annonce qu'elle pourrait mourir. Et donc, elle s'engage dans une relation amoureuse avec un monsieur. Et le monsieur en question n'est pas au courant qu'elle a le cancer. Mais elle veut pas que le regard qu'on porte sur elle soit un regard de pitié ou tout ça. Donc, elle
veut vivre la relation de manière tout à fait totale et qui n'est pas de pitié. Et voilà. Donc après, par inadvertance, comme toujours, hein, le monsieur se rend compte de ce que sa compagne, évidemment, est atteinte de cancer, qu'elle est voilà, en phase terminale et que bientôt va mourir. Et puis voilà, ça, c'est toujours très, très, on va dire, c'est toujours un peu voilà, gênant de vivre ce type de situation avec des personnes que vous aimez et qui doivent finalement partir. Voilà, partira pas. Madame, monsieur, on va s'arrêter là pour l'histoire de ce matin. Restez avec nous, la suite de cette émission, avec la colère de Charles Hamel. Je m'interroge ce jour sur la question de la vétusté des palais de justice dans ce pays. Dans quel état se trouvent nos palais de justice? Les services publics de la justice manquent de tout. Des équipements, des infrastructures, du matériel de travail et d'un personnel judiciaire insuffisant. Quelle est l'identité des structures dont le rôle est celui d'assurer le suivi et l'entretien de ces ouvrages sur le long terme? Comment comprendre qu'à part quelques-unes des réflexions effectuées sur quelques bâtisses dont les dates de création avoisinent les années 1930, le reste des bâtisses est dans un état lamentable? Absence d'eau, WC, complètement abîmé, chaleur tonitruante dans les bureaux de certains magistrats, chaises littéralement abîmées dans les tribunaux, absence de carreaux au sol, sol complètement dégradé, absence d'ampoules à certains endroits, difficulté de faire convenablement une saisie ou encore des photocopies, impressions. Le spectacle est ahurissant. Savez-vous que c'est un calvaire pour les juges et justiciables en saison de pluie? À cette période, il pleut considérablement dans certaines salles d'audience. On va de renvoi en renvoi. Où est passé l'argent de la maintenance des palais de justice dans ce pays? Savez-vous par exemple que certaines pièces sont séparées dans les bureaux par le contreplaquet, laissant entendre les causeries indiscrètes des différents occupants? Savez-vous que nos magistrats travaillent dans des conditions herculéennes? Savez-vous que certains magistrats sont obligés dans une sorte de rustique hangar, aménagé en salle d'audience, ou encore de vieilles bâtisses coloniales qui font office de palais de justice? Savez-vous par exemple que le tribunal de grande instance du Foundi est constitué de 8 cabinets d'instruction, tous logés dans des bâtiments de ce tribunal? Cabinets d'instruction dont l'étroitesse et le manque d'aération refoulent les différentes parties qui viendraient être convoquées du genre témoins, experts ou tierces personnes, du fait que la capacité de réception de ces bureaux est limitée. Savez-vous par exemple que le juge ne peut se passer de l'outil informatique, de l'imprimante, de l'encre, du téléphone de bureau, d'un bureau pour ne faire que mention de ceci? Mais dans la pratique, force est de constater que ces outils ne sont pas à la pointe de la technologie, plus encore l'outil Internet qui n'est pas encore d'usage dans nos institutions juridictionnelles. Que dire des palais de justice qui ne sont pas dotés de groupes électrogènes pour alimenter les bureaux durant les délestages ou les coupures? Savez-vous qu'on a des audiences qui se sont poursuivies jusqu'à 2 heures et ont été interrompues à cause des multiples délestages? Cela advenait pendant les procédures d'interrogatoire ou de confrontation. C'est clair qu'on pourrait perdre toutes les informations saisies par le greffier d'instruction. Cela exigerait une reprise des différentes procédures. Les palais de justice sont abandonnés. Les magistrats n'ont qu'une seule chose à faire, soulever les épaules, en attendant que le Manitou puisse se souvenir qu'ils existent pour au moins mettre les matériaux adéquats pour qu'ils puissent travailler. Voilà, c'est une question qui constitue un grand ensemble dans un pays comme le Cameroun, avec ses palais de justice
qui abritent dans nos tribunaux, soit dit en passant. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au Cameroun, en règle générale, vous constatez que les bâtiments publics ont un vrai souci d'entretien, hein, malheureusement. On ne comprend pas comment dans un pays comme le Cameroun, d'ailleurs, quelqu'un a dit tout récemment que le Cameroun ressemble à un pays qui a passé 10 ans à être pilonné. C'est moi qui le dis, voilà. Donc, qui présente l'image d'un pays. Et donc, quand vous allez dans certains palais de justice, vous vous rendez compte que les personnes qui y travaillent dans des conditions très difficiles. Le comble, c'est que ces personnes-là qui sont, on va le dire quand même, constitutives du pouvoir judiciaire. Ces magistrats qui travaillent au quotidien dans ces palais de justice n'ont même pas le droit de se constituer un syndicat pour revendiquer que des meilleures conditions, de meilleurs espaces de travail leur soient confiés. C'est ça le comble du malheur. Nous ferons ce que nous pourrons en dénonçant sur ce plateau ce qui se passe aux 4 coins du pays ou dans les 10 régions du Cameroun ou dans les 10 régions du Cameroun justement, en comptant évidemment le nord et le sud-ouest malgré la crise anglophone. Donc on dira ce qu'on va dire, mais l'essentiel sera qu'il va falloir que le pays pense à doter notre arsenal judiciaire et juridictionnel des bâtiments et d'infrastructures dignes de ce nom. Donc, bon, je commence avec vous. Quelle est votre analyse de cette question? L'analyse de ce que vous appelez pouvoir judiciaire et que moi je continue à appeler autorité judiciaire parce que précisément ceux des compatriotes qui sont dans ce secteur-là ne savent pas qu'ils ont le pouvoir. Ils pensent peut-être que quand on envoie Mbongbok en prison, c'est ça le pouvoir. Mais ce qu'ils oublient, c'est qu'en envoyant Mbongbok en prison, ils prennent cette décision au nom du peuple. Mais est-ce que le peuple voudrait donc qu'on envoie Mbongbok en prison? On peut vous dire c'est la loi. Bon, vous voyez, c'est un peu ça qui est gênant. Ça pose donc le problème essentiel. Est-ce que le Cameroun est un État souverain? J'ai dit non. D'abord, pour que ces palais de justice aient cette, cette vue cosmétique, un peu de peinture, un peu de titi, il a fallu que l'Union européenne nous vienne en aide. Comment vous pouvez donc implanter, confirmer, consolider ce que vous appelez, qui est parmi les pouvoirs, l'un des piliers de votre pouvoir, et vous le faites par l'aide d'un regroupement de notre pays. Ça, vraiment, nous disons nous-mêmes que nous n'avons pas encore de pouvoir, donc nous ne sommes pas encore souverains. C'est pour ça que je parle de l'autorité. Parce qu'en fait, c'est l'autorité qui est dans la tête et de l'exécutif, qui est le bras armé de l'État, qui doit mettre moyen, et même de ceux qui sont dans ce corps de la magistrature. S'ils avaient un tout petit peu voulu traduire, comme ils traduisent dans les lois, traduire ce que la Constitution leur recommande, leur dispose, que c'est un pouvoir, ils se seraient d'abord comportés ce que vous avez dénoncé tout à l'heure, que les magistrats se constituent en syndicat. Mais pourquoi a-t-on peur des syndicats des magistrats? Tout le monde peut donner une réponse. Mais c'est là le problème. C'est ça la question. C'est ça la question. Donc en fait, le magistrat, lui, il ne réclamera jamais le confort lié à l'exercice de sa fonction. Et à son rang. Et à son rang. Et tout le monde, ces gens travaillent dans des conditions extrêmement difficiles. Il dit extrêmement difficiles. Ne parlons pas de certains bureaux de greffe. Vous allez rendre compte, il y en a qui s'asseyent encore sur des vieilles chaises sur lesquelles on pose les registres, les vieux registres. Ouais. Ce n'est pas possible. Et toi d'araignée partout. Donc, en fait, vous comprenez pas. Lorsque moi, j'écoute souvent la rentrée de magistrature, le premier président de la Cour suprême parler ou le procureur général, j'ai dit, j'ai des frissons, j'ai du mal à les suivre en direct. Donc, je lis généralement leur discours le lendemain pour rendre compte que mais ce n'est pas possible. Donc, voilà, les gens, ils ne veulent même pas revendiquer leurs conditions de vie. Qui le leur interdit? Ou alors, pourquoi acceptent-ils que l'exécutif leur interdise de se constituer en syndicat?
C'est là, vraiment, vous avez relevé là, M. Fopossi, merci beaucoup. C'est ça le nœud du problème. Parce qu'ils ont peur, on dit, deuxième grade, est-ce que je peux arriver à troisième grade? Est-ce que j'envisage être hors échelle? C'est quoi ça? Donc, va-t-on, je pose la question simplement, va-t-on un jour avoir au Cameroun une salle d'audience, un peu comme celle du Conseil constitutionnel, même si, là encore, on me signale que c'est pas si climatisé que ça. Donc, mais attends, le Conseil constitutionnel a un siège, ils sont au palais des congrès. Oui, je veux dire, oui, mais une salle comme ça. Non, ils n'ont avec, pas. Avec un niveau infrastructurel. Ne parlez pas de, ils n'ont pas de siège. Vous ne parlez pas de ce qui... Je comprends ce que vous dites. Alors, ma question, c'est de revenir dans nos tribunaux, dans nos salles d'audience. D'abord, on doit avoir un tribunal de première instance dans chaque chef-lieu d'arrondissement. Tout à fait. Donc nous devons avoir au moins 360 tribunaux de première instance. À Douala, par exemple, on devrait en avoir 6. Vous avez raison de dire ça. Oui, à Douala, nous devons en avoir 6. Oui. Et vous voyez bien que même le recrutement des magistrats aussi commence à faire problème. Donc, peut-on avoir des salles d'audience modernes, comme on peut le voir partout ailleurs, où vous voyez les gens dans les salles d'audience, tout est propre, tout est beau, vous avez l'impression que voilà, on met les gens dans des conditions quand même assez acceptables. Mais quand vous venez ici, tout est cossu, c'est comme s'il fallait rajouter à la peine de l'accusé la peine d'être dans un endroit tout à fait et vous voyez le magistrat, et au moins moment, il a un dossier sur le vol des chèvres au marché, il a un dossier de divorce, il a un dossier sur le détournement de fonds publics. Donc même les spécialisations, non, il travaille dans des contrôles très difficiles. Oui. Mais pour s'en sortir, il faudrait qu'il revendique de pouvoir former des syndicats. Parce que ce n'est pas normal. Il faut que ce corps-là puisse sortir des griffes, des serres du pouvoir exécutif. Et puis, il y a le sentiment, d'ailleurs, et c'est le sentiment que tout le monde peut avoir, c'est que on a fait en sorte de penser que le tribunal, la justice, ne doit se faire qu'à des endroits comme ça. Voilà. Mais justement, c'était lugubre. Vous avez... Oui, pourquoi ne pas imaginer à un moment louer donné, des appartements dans des grands buildings, dans des grands immeubles, des gratte-ciel. J'avais des amis, hier encore en 98, 99, pour aller visiter les palais de justice. Je voulais le montrer, le tribunal militaire, le tribunal de grande instance, mais il fallait voir même la peinture. C'était lugubre. Oui. Il faut aller voir dans les services de sécurité militaire du tribunal militaire, mais c'est pas possible. C'est-à-dire, la seule vue de cette, mais vous avez peur. Vous vous dites que mais ce n'est pas possible. C'est le sentiment c'est le sentiment qui se dégage, vraiment. C'est-à-dire que le sentiment qu'on a, c'est que un palais de justice ne doit être cacaïque. Ça veut dire que même lorsqu'on suit le rôle, on doit écrire avec la craie, on doit forcément mettre de la craie là pour qu'on sente que oui, on peut faire ça de manière électronique. On met les grands panneaux lumineux où on donne les noms des audiences. Mais oui, il faut réfléchir à un moment donné à moderniser ce pays. Sinon, on va continuer à nous renvoyer dans les choses d'il y a 50 ans. Il faut dépasser ça. Les autres avancent. D'ailleurs, c'est une théorie que développe très bien Frantz Fanon dans la Terre. Il dit clairement qu'il faut dépasser ça. Il faut qu'on se réinvente. Il faut qu'on pense à des choses beaucoup plus fortes pour nous, qu'on soit plus ambitieux. Dominique Caudray, sur cette question, je vous en prie. On voit très bien que là encore, ce que décrit ce matin M. Bachouchar Lamel, c'est que finalement, nous sommes contraints, nous sommes obligés, c'est une fatalité à accepter que nos tribunaux soient dans ces états-là. Malheureusement, oui. Aujourd'hui, on est tous d'accord que les syndicats, ça ne sert pas à grand-chose. Mais maintenant, je veux dire qu'ils n'arrivent pas à faire ce pourquoi ils sont. Moi, je sais pas. Interdit de faire des syndicats. Okay. Moi, ils n'ont pas de syndicat qui soit intégré. C'est qu'on leur refuse d'interdire de faire un syndicat. Pour moi, on n'a pas besoin d'un syndicat pour avoir des chaises normales dans un tribunal. Si on doit avoir un syndicat dans ces institutions-là, il faudrait que ce soit pour d'autres revendications. À minima, on doit avoir un cadre de travail adéquat. On ne peut pas revendiquer pour qu'on nous donne de l'eau au travail. On ne peut pas revendiquer pour qu'on nous donne des toilettes. Ça c'est la logique. C'est la base qu'on doit pouvoir donner à ces institutions-là. Les syndicats doivent avoir des revendications qui vont
vont au-delà de cela. Malheureusement, donc, on est réduit au Cameroun aujourd'hui à se retrouver à revendiquer ce qu'on doit d'abord avoir au commencement. La description que M. Mbachou nous fait de nos tribunaux et autres s'assimile un peu à des taudis. Parce que c'est complètement vieillot. Vous êtes en train de discuter avec les souris qui veulent vous passer entre les jambes et tout ça. Et on a des documents qu'on laisse dans les voilà, qui finissent par être rongés. On a un problème qu'il faudrait qu'on informatise c'est les un dossiers. dépaysement. Hein. Malheureusement, c'est ça. Aujourd'hui, on a des immeubles qui sont quasiment branlants. Quand vous regardez de loin, vous avez l'impression que c'est en train parce que justement, on est resté dans cette architecture rustique. Pourquoi est-ce qu'on doit demander qu'on refasse la peinture dans des immeubles publics Une chose peut être rustique et moderne. Hein. Aussi, on modernise. Bien sûr. Bizarrement, les personnes qui sont à la tête de ces institutions sont très forts pour des voyages. Ils vont généralement à l'extérieur, ils vont admirer, faire les photos là-bas. Mais vous, ici, lorsque vous revenez chez vous, comment faites-vous pour être à l'aise dans un environnement qui n'est pas bon, qui n'est pas beau? Non, ils ne sont pas à l'aise. Ils attendent seulement que quand l'exécutif leur dit cette année, vous aurez 2 millions. Oui. Ils attendent 2 millions là. Et mais plus bon, est-ce que c'est normal? Non, mais je dis que c'est pas normal. C'est quand même le pouvoir judiciaire. Ça veut dire que au Cameroun, en règle générale, on sait que les services publics, les bâtiments publics laissent à désirer pour certains. Pour cause de manque de maintenance. Manque de maintenance, mais également, on a refusé de moderniser nos bâtiments en y apportant des retouches modernes de ce siècle. On ne va pas rester plongé dans les années 60. Quand le colon venait nous administrer la justice. Même s'il faut garder, même s'il faut les garder, nous avons les architectes qui peuvent, si on veut conserver cela, qui peuvent agrandir, mais en laissant les mêmes structures. Tout à fait. Oui, parce que la cathédrale de Paris qui a pris feu dernièrement a été refaite au moins 1 million de fois. À chaque siècle, comme vous dites, on venait, mais on conservait la même architecture en grandissant et tout. Donc, malheureusement, on y est. On a le sentiment que c'est un dépaysement parce qu'il n'est pas compréhensible qu'un étudiant, on dit de l'ENAM ce que l'ENAM est, et fait tout ce qu'il a fait avec tout le sérieux et le vestimentaire qu'ils ont et tout ce qu'on peut. Oui, parce qu'il y a vraiment un contraste entre ce qu'ils vous présentent en étant eux-mêmes ce qu'ils sont, avec leurs vêtements, leur accoutrement, et le milieu dans lequel ils travaillent. Même les avocats qui vont dans les salles d'audience, il y a un vrai contraste entre ces gens-là et quand ils vont et le milieu où ils vont pour leurs audiences, alors qu'ils vont parfois discuter des grands sujets qui mettent parfois des procès qui mettent en jeu des milliards et des milliards de francs CFA. On décide sur des enjeux très forts, enjeux financiers très forts. Mais comment peut-on discuter des enjeux aussi forts dans des endroits aussi cossus? C'est la question que l'on est en droit de se poser encore ce matin, parce que ça commence à bien faire dans un pays comme le Cameroun où on a refusé de moderniser nos espaces. Karine Sontia, votre commentaire là-dessus? Ça fait un an maximum que sur ce plateau encore on montrait les images de l'inondation au palais de Coty. Oui, tout à fait. Sur ce plateau, il avait plu ce jour-là et tous les bureaux étaient inondés. Ça me pousse encore à me poser la question, qui sont les architectes ou encore les ingénieurs qui mettent sur pied ce genre de bâtiment et qui à la fin n'arrivent pas à mesurer la pression d'eau qui coule souvent dans nos quartiers, parce qu'on sait quand même que nous sommes dans un pays ou encore dans une ville marécageuse si on parle seulement de Douala. Et peut-être qu'après avoir fait cela, on va dire que nos tribunaux nous ressemblent. Il ne faut pas qu'on se trompe. Ils ressemblent à nos rues, ils ressemblent à nos autres bureaux administratifs. Ils ressemblent à... C'est le reflet de notre mentalité. Pas forcément, mais bon. Non, pas forcément. Bon, regardez. On a intégré M. Foposi que la maintenance ne nous sert à rien. C'est une question éminemment culturelle. Regardez comment est le siège. Prenez n'importe quelle autre administration au Cameroun. Regardez comment est le siège, par exemple, comment on appelle ça, la SNH. Regardez comment est le siège prenons notre bâtiment à Yaoundé, de la CSPH, par exemple, à Yaoundé, à Ouardalaba. Regardez comment est ce siège. Regardez comment est le siège. Donc, on peut oser des architectures pour les palais de justice.
Mais on est resté coincé dans le fait qu'un palais de justice... Demandez donc à la CSPH de faire des sièges, j'allais dire, au niveau des départements. Vous verrez que ça va ressembler aux mêmes choses. Non, bon, regardez la Cour suprême. Regardez la Cour suprême. Regardez la Cour suprême. Comment elle est? Regardez la Cour suprême. Elle est d'abord exiguë. Oui, mais regardez la Cour suprême. Elle est exiguë. Non, mais je veux dire que... ne répond plus. Il y a un sentiment qui se dégage, c'est que... Le sentiment, c'est que, comme on est resté plongé dans le passé, que la justice doit être un milieu lugubre, qui fait peur, qui vous met mal à l'aise. Quand vous entrez là-bas, vous avez l'impression d'être déjà en prison. Vous devez être, voilà, c'est ce qui semble se dégager malheureusement au-delà de ce que vous avez dit, bien sûr, pour ne pas rejeter ce que vous avez dit. Ah oui. Mais vous voyez comment est-ce qu'on transporte les prévenus dans ces palais de justice-là. Vous avez déjà vu le processus. Comment est-ce qu'ils sont transportés comme dans des camions, comme des chiens qu'on veut vendre, des chiens de garde là, qu'on essaye de vendre, comme des animaux en cage, quoi. Et lorsque vous voyez ce dessin-là, vous comprenez directement que c'est l'entrée en enfer. Donc je pense que c'est fait à dessein pour permettre aux gens de comprendre que la justice en elle-même, c'est quelque chose de dangereux. Je me dis que c'est peut-être pour ça que ça reste encore dans cette construction-là. Il y a le cousin des palais de justice au Cameroun, c'est les sous-préfectures. J'ai le sentiment que... Et les délégations régionales. J'ai le sentiment que ce sont des endroits où il faut forcément être comme ça pour qu'on sente que c'est vraiment la sous-préfecture. Parce que, évidemment, personne n'imagine une sous-préfecture au 14e étage d'un grand immeuble. Voilà. Mais pourquoi pas le premier niveau? Pourquoi pas le premier niveau? Imaginez bien. Voilà. Bon, vous voyez, pourquoi pas le premier niveau, à peine si le sol est carrelé? Oui. Alors, Charles Hamel, ce que vous décrivez ce matin, on voit très bien que... Je souhaiterais qu'on commence aussi par regarder une image, M. Eric Fopoussi, si la régie le permet. Oui. Qu'on voit cette image. Et cette image, vous voyez là? Non. Oui, c'est nous-mêmes là. Le choc. Voilà une image. Palais de justice de Zoé Télé. C'est Zoé Télé. Donc, allez un peu voir, M. Eric Fopoussi, c'est une image d'illustration. Ça peut être une pièce, ça peut être le cachot, ça peut être. Mais toujours est-il même à 2500 personnes louent cette chambre. Je dis ça peut être. Même si c'est une bibliothèque, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, monsieur Eric Fopoussi. Je dis même pour habiter là. Même pour les toilettes. Monsieur Eric Fopoussi, avez-vous déjà mangé dans un restaurant où la cuisine est collée avec la salle? Il fait non seulement chaud venant de la cuisine et le repas est chaud. Vous aurez de l'appétit? D'abord la sueur. La sueur. Comment voulez-vous donc qu'on ait des magistrats qui rendent une justice équitable dans la chaleur? Il veut se débarrasser du dossier. Déjà vous l'embêtez? Oui, vous l'embêtez. Il veut déjà se débarrasser. Le fait d'être présent dans cette salle à ce moment précis, avec une chaleur, vous l'embêtez déjà d'office. Ça sera la première. Il vous en veut naturellement pour l'avoir déplacé dans cette salle. Il y a déjà des prédispositions à la condamnation, que vous le voulez ou non. N'oubliez pas qu'à force de jouer un rôle de personnage, on finit par devenir le personnage. Le gars qui avait joué Fantomas a passé tout le temps, lorsqu'il arrivait dans la rue, tout le monde fuyait. Même celui qui avait joué le vampire, là, Dracula. Chaque fois qu'il arrivait dans les rues se vidaient. Parce qu'on disait, voilà Dracula. Le gars dit, ce n'est qu'un rôle. On dit que laisse ton affaire de rôle là. Ce qu'on a vu là, c'est grand. Donc, c'est pour vous dire, monsieur Eric Fopoussi. Il y a un autre acteur d'une série, la Prison Break. Monsieur Eric Fopoussi, le gars qui avait la moustache. Prends-nous de... Sola ici, il a connu ça. Donc, c'est pour vous dire, monsieur Eric Fopoussi, celui qui rentre déjà dans un lieu que vous venez de peindre comme étant un lieu lugubre, c'est déjà que son sort sera lugubre. Raison pour laquelle vous vous rendez compte que les dossiers piétinent, les sanctions, on ne fait que décrier la qualité des sanctions qui sont données. Vraiment l'État. Prenez le cas, Yaoundé Douala, Bolova, si vous voulez Bafoussam, on va où, monsieur Eric Fopoussi, dans le tribunal? Il y a des parkings. Prenez le cas de Douala, il y a des parkings. C'est débrouille. Dans toutes les zones du palais, là où vous arrivez, les palais de justice, là où vous arrivez, vous sentez les urines. Ça ne vient pas de loin, c'est les avocats. C'est les avocats qui font pipi, ça ne vient pas de loin, monsieur Eric Fopoussi. J'ai eu un supplant plusieurs, il dit que tu veux que je pisse où? Partout là-bas, bloqué, il n'y a pas d'eau. Je pisse ici. Excusez-moi de parler trivialement. Vous arrivez, il n'y a pas d'eau. Est-ce que vous savez qu'il y a des magistrats
pour se mettre à l'aise, il descend, il démarre sa voiture. Il va dans un hôtel, démarre sa voiture, il va dans un lieu public comme une station pour se mettre à l'aise. Ça peut vous surprendre. Non. Mais ce n'est pas que c'est les requêtes qui ont manqué, que les gars ont envoyé pour dire attention ici, là, boucher, les toilettes sont dans tel état. Mais est-ce que ça réagit? Ça ne réagit pas, monsieur Rifopoussi. Je vous ai pris le cas du tribunal de Fourni. Vous arrivez là-bas, c'est 8 cabinets. Lorsqu'il y a confrontation entre plusieurs parties, comme on voit souvent dans les films, où le juge dit bon, retrouvez-vous dans mon bureau. Vous entrez dans le bureau du magistrat, vous voyez qu'il y a des ventilateurs, que le gars a déplacé de la maison. Ça choque à tel niveau, il dit que bon, sortez. Mais c'est seulement 2 personnes. On dit que non, j'ai une partie de la vérité. L'autre a dit que je ne peux pas tous vous écouter. Sortez. Vous voyez que même la prédisposition à écouter, vraiment c'est dans un état lamentable. Il faudrait qu'on repense nos palais de justice. C'est vrai que des efforts sont faits, M. Eric Fopoussi. L'Union européenne nous a donné deux embalmaillés aussi. L'Union européenne a donné. On a refait, on a réflexionné. Mais ailleurs, c'est des hangars. Mais jusque-là, ça reste une architecture. Archaïque, ça reste une architecture archaïque. Il faut oser. Quand on voit par exemple les plans du nouveau siège de l'Assemblée nationale qui va être construit par les Chinois, ils ont osé l'architecture là pour le Parlement camerounais. Pourquoi ne pas accorder? Pas encore. C'est depuis 2000 qu'on a confié à Yimgam Moyo. C'est annoncé que les Chinois vont construire justement l'Assemblée nationale, le nouveau siège de l'Assemblée nationale. D'ailleurs, c'était le Parlement. C'est pourquoi Kavaï Djibril voudrait justement que ça reste l'une de ces actes forts, l'un de ces actes forts avant qu'il ne perchoie. Je comprends pourquoi demander à Ben Zongang de déclarer que l'Assemblée nationale. Oui, l'actuel envoyé télé, c'est pas bon. Je comprends. Donc, eux, ils osent, les députés doivent être à l'aise, mais les magistrats, eux, doivent continuer à subir ça. Donc, on peut comprendre ce qui se passe sous cet angle-là. Madame, monsieur, restez avec nous, on marque une courte pause. Nous serons de retour dans quelques minutes seulement pour la suite de cette émission sur le 10-12, le Zénith. Retour sur ce plateau, madame, monsieur, 10-12, le Zénith de ce mercredi. Nous sommes le 18 mars 2020. Vous savez très bien que le Cameroun est actuellement dans une forme de mise en confinement, on va dire ça comme ça, après les mesures édictées hier par le gouvernement camerounais, 13 mesures données par le Premier ministre Dr Joseph Dion Ngouté, qui a donc pris la parole enfin, puisque jusqu'ici, c'était Dr Balaouda Malachi qui était au devant de la scène. Désormais, le Premier ministre a pris l'affaire en main, même si beaucoup attendent que ce soit encore plus haut, que ça se passe comme on le voit ailleurs, que le président de la République prenne à bras le corps cette question, qu'il s'adresse à ses compatriotes et qu'il fixe le cap et le cadre de ce qui sera fait sur le plan d'abord de la riposte à ce Covid-19, mais également aux mesures d'accompagnement sur le plan social, économique. Parce que c'est important de le faire, tout ça, parce que lorsqu'on prend des mesures de confinement, lorsqu'on interdit aux gens d'aller à l'école ou de fermer les bars, il faut que derrière il y ait des mesures de compensation, d'accompagnement pour que les Camerounais ne se retrouvent pas dans les mois à venir avec des situations très très compliquées à gérer. Et évidemment, l'une des choses qui sera observée dans les mois à venir, ce sera les pénuries. Est-ce qu'il y a des mesures qui sont prises pour qu'on ne soit pas aujourd'hui dans ce pays, qu'on ne subisse pas les pénuries, parce qu'on sait que nous sommes encore, et malheureusement c'est ce qu'on dit tous les jours ici, nous sommes encore dépendants de l'extérieur, les importations en matière de riz, de poissons et autres. Nous sommes au Cameroun encore trop dépendants des importations. Comment donc faire pour ne pas subir le contre-coup des frontières fermées, du transport des marchandises et même des pays qui eux aussi n'arrivent pas à produire parce que malheureusement touchés par le Covid-19. Dans toutes ces mesures-là, c'est un président qui devait donc prendre la parole pour édicter évidemment les mesures incitatives pour enfin faciliter la production locale en la matière. C'est aussi l'un des combats portés par de nombreuses personnes depuis très longtemps. Et pour cette deuxième partie de l'émission, madame, monsieur, on va démarrer avec quelques messages qu'on va lire avec vous, Karine Sontia. Aucun pays souverain ne peut permettre à un autre pays de construire son parlement ou son sénat ou sa présidence. C'est un acte très fort, inviter nos dirigeants à lancer même une collecte pour ces travaux et donner à une entreprise camerounaise. Il en va de notre fierté nationale. L'Omouadé. Tout à fait. Ce message. Et encore, on le disait encore ici hier pour le stade Japoma. Je disais que tout Camerounais
doit se sentir, quand il voit ce stade, avoir le challenge de dire comment on fait pour atteindre l'expertise turque dans les années à venir. C'est que de rester et être, on va dire quoi? Se gargariser et même ébahi, bluffé, écarquiller les yeux face à un tel jeu architectural. La grande question, c'est que qu'est-ce qu'on fait pour que dans 10 ans, les Camerounais soient capables de financer eux-mêmes sur fonds propres un tel jeu architectural, soient eux-mêmes capables de concevoir des plans de stade comme ça et de les construire. C'est la question qu'on peut se poser maintenant, parce qu'après, il faut être ambitieux. Et vous avez raison de revenir là-dessus. Karine. Ce que vous décrivez là est le résumé de ce que notre pays est. Tout est en décrépitude. Si déjà la dernière fois le ministre de la Justice a promu des personnes qui étaient déjà mortes, depuis c'est pas le confort qu'on va donner aux magistrats. C'est dommage. Je sens que cette fois c'est le ministre de la Justice qui lui-même va s'en prendre à Equinox. Bah, dites-le. À Equinox. Alors, ça c'est un message de Tony Frank Dam Chouat. Alors, Marvel Efficace nous dit que l'homme là est vraiment méchant, ça c'est par rapport à l'histoire du jour, mais sa méchanceté est très passionnelle. Il l'a fait peut-être de peur de perdre sa bien-aimée, mais c'est un tort. À la femme, je lui dis de ne pas quitter, surtout qu'ils ont déjà un enfant. Elle doit plutôt faire tout, qu'il n'aille pas ailleurs, surtout que le stress peut le tuer. Donc, garde le même comportement qu'avant et amène ton mari à comprendre que c'est pas un crime d'être infecté, mais c'est un crime de garder ça en lui. Un autre message: pour qu'il y ait amélioration de pareilles infrastructures, il faudrait que les citoyens se fâchent et décident tous ensemble d'attendre un changement dans notre cité. Ça, c'est Scofield le Karma qui nous écrit depuis Bafoussam. Notre message: la vérité sur la colère de Charles est que nos dirigeants ne font pas ce pourquoi ils ont été élus et placés dans certains bureaux. Or, nos ministres et administrants devraient prendre la peine de faire des tours pour voir comment sont les conditions de vie et de travail de ces gens-là. Mais le plus grave est que les Camerounais ont peur de lever la tête car ils pourraient eux-mêmes s'auto-organiser. Armel Kouato, vous avez écrit ce message. Oui, dans un contexte où on promeut malheureusement la dictature de la pensée unique. Il y a une seule façon de penser. Si vous pensez différemment, vous êtes passible de subversion. Nous sommes de retour clairement dans la subversion des années 60. Non, ce qui se passe actuellement au Cameroun, le règne de la terreur, de la peur qu'on fait courir sur les médias et les ONG, c'est clairement ça, la subversion. C'est-à-dire qu'on vous dit, vous devez penser comme votre gouvernement. Au cas contraire, vous êtes des subversifs, vous devez en subir les conséquences. C'est ça. C'est malheureux de dire ça dans un pays comme le nôtre. Nous sommes au XXIe siècle, mais c'est vrai. Il faut quand même qu'on comprenne que sur le plan de la méthodologie, ce que nous disons, et il faut qu'on les gens comprennent ça, ce que nous disons, c'est que lorsqu'on relève ici en fait, c'est pour que ceux qui nous dirigent corrigent le tir. C'est simple. C'est pas, et nous sommes conscients que le Cameroun en a les moyens. Quelqu'un a réagi dans un autre plateau en disant que au Cameroun, lorsque on parle des vraies questions, c'est le manque d'argent qui sort. Mais lorsque c'est les futilités, vous avez 155 millions volés chez un ministre. Vous comprenez que là, il y a l'argent. Voilà. Et l'argent est chez le ministre. Pour résumer, on va s'arrêter là pour les messages Karine et tout de suite avec vous faire la revue des réseaux sociaux. Oui, dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, on va prendre d'abord les mesures gouvernementales qui ont été prises et dictées hier par le Premier ministre, chef du gouvernement. Je vais les lire pour vous. Alors, les frontières terrestres, aériennes et maritimes du Cameroun seront fermées. Tous les vols passagers en provenance de l'étranger sont suspendus à l'exception des vols cargo et des navires transportant des produits de consommation courante ainsi que les biens et les matériels essentiels dont les temps d'escale seront limités et encadrés. Les Camerounais désireux de retourner dans leur pays devront prendre attache de nos différentes représentations diplomatiques. La délivrance des visas d'entrée au Cameroun aux différents aéroports est suspendue. Tous les établissements publics, privés et de formation relevant des différents ordres d'enseignement de la maternelle au supérieur, y compris des centres de formation, sont
de formation professionnelle et des grandes écoles sont fermées. Les rassemblements de plus de 50 personnes sont interdits sur toute l'étendue du territoire national. Les compétitions scolaires et universitaires sont reportées à l'instar des Jeux FENASCO et des Jeux universitaires. Les débits de boissons, les restaurants et les lieux de loisirs seront systématiquement fermés à partir de 18 h sous le contrôle des autorités administratives. Un système de régulation des flux des consommateurs sera instauré dans les marchés et les centres commerciaux. Les déplacements urbains et interurbains devront s'effectuer qu'en cas d'extrême nécessité. Les conducteurs de bus, de taxis, de mototaxis sont invités à éviter les surcharges dans les transports publics. Les forces de maintien de l'ordre y veilleront particulièrement. Les formations sanitaires privées, les hôtels et autres lieux d'hébergement des véhicules ainsi que des équipements spécifiques nécessaires à la mise en œuvre du plan de riposte contre la pandémie du Covid-19 au Cameroun pourront être réquisitionnés. Alors, il nous reste trois autres mesures que nous allons partager avec vous ce matin. Alors, les administrations publiques devront privilégier les moyens de communication électronique et les outils numériques pour les réunions susceptibles de regrouper plus de 10 personnes. Les missions à l'étranger des membres du gouvernement et des agents du secteur public et parapublic sont suspendues. Et enfin, les populations sont invitées à observer strictement les mesures d'hygiène recommandées par l'Organisation mondiale de la santé, à savoir notamment se laver régulièrement les mains au savon, éviter des contacts rapprochés tels que se serrer la main ou s'embrasser, se couvrir la bouche pour éternuer. Alors, Bombok, vraiment, hier, nous avons parlé de cacophonie en termes de communication sur cette question. Alors, ça a été la récréation a été sifflée. Le Premier ministre a pris la parole, il a fixé le cadre. Là, tout le monde est d'accord. Mais on ne peut pas ne pas avoir un pincement au cœur de savoir que nous sommes dirigés par certaines personnes qui, malheureusement, nous montrent tous les jours des choses impossibles à croire. Ça veut dire que ces mesures-là, on pouvait les prendre depuis 10 jours, qu'on n'aurait pas atteint ce nombre de cas. Mais comme on est dans un pays où chacun fait son calcul personnel, on a fait tout pour montrer aux yeux du monde qu'on pouvait organiser le Chan. Et que quand on a finalement su que le Chan s'était terminé, parce que faut pas le gouvernement n'a pas fait le ministre des Sports. Le rétro-pédalage n'est pas son fait. C'est que les pays à côté qui devaient normalement prendre part à ce Chan ont commencé à prendre des mesures drastiques. On en a dit, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Maroc, tous ont commencé à fermer leurs frontières. Personne ne sort, personne n'entre. Donc finalement, on va organiser un Chan où nous serons la seule équipe à jouer. Donc ils ont été contraints donc, à prendre cette décision, le Rwanda ayant, lui déjà, dit ce qu'il a à dire. Malheureusement, une fois que ça a été acté, on voit une communication où on donne les chiffres des cas et tout le reste. Alors que malheureusement, on pouvait éviter pareille panique et psychose. Oui, absolument. D'abord, moi, je pense qu'il y a deux grandes orientations majeures. Il y en a d'autres. Vous avez parlé du gouvernement qui est, voilà, l'incohérence de l'action gouvernementale. Mais c'est le chef de l'État d'abord. Vous avez entendu le président français parler de guerre, que nous sommes en guerre. Le président chinois, où la maladie a été déclarée. Le président américain partout, c'est les chefs d'État qui parlent. Pourquoi chez nous, on laisse le ministère de la Santé, on laisse. Heureusement que le professeur Soso, recteur de l'université de Yaoundé 1, a réuni ses collaborateurs pour prendre des mesures. Et nous aussi, on est des bavardologues. Nous avons bavardé et on a tiré la sonnette d'alarme. Mais le maître mot, c'est le chef de l'État, chers amis. Nous sommes en politique en matière de défense. Et en matière de défense, il n'y a pas deux chefs. Il n'y en a pas deux. Il y a un seul chef qui doit orienter la défense nationale. Ce n'est même pas, devrait même pas léguer. On ne lègue pas ça au Premier ministre. On ne peut léguer au Premier ministre que si on était dans une réalité. Si ça s'appelait l'Empire Cameroun ou Royaume Cameroun, là, on s'attendait que le Premier ministre puisse parler et que le roi ou l'empereur puisse rester dans le palais. Mais nous sommes dans une république, et dans une république, c'est genre de... On vous disait ici, le chef de l'État ne peut pas démissionner dans un pays en guerre. La crise anglophone, vraiment, il faut qu'il soit là, il faut qu'il se porte candidat. Voilà donc une crise qui dépasse de loin la crise anglophone. Ah ouais? Le problème, oui, ça dépasse la crise anglophone.
Donc là maintenant... Quand vous dites ça, les gens prennent conscience, hein, parce que les gens pensent que c'est... ça dépasse la crise anglophone, parce que là maintenant, et c'est ce qu'on lui disait, il est obligé de protéger et les Ambabos et nous. Donc il est obligé de protéger tout le monde. Et c'est pour cette raison qu'on disait que quelquefois malheur est bon. Ça nous renvoie à l'homme avec grand H et aux Camerounais africains ensuite à bien réfléchir, à être, comme vous aimez souvent dire, toute proportion gardée, à savoir que nous sommes comment un pays minuscule, micro, qu'on ne voit même pas l'œil nu, va faire paniquer tout le monde. Donc nous sommes comme disait quelqu'un, vanité des vanités. Nous ne sommes rien. Il n'y a que le souffle là qui reste. Et c'est ce souffle là qui nous fait mentir qu'on est grand. On est grand. Donc, mais heureusement, il fallait quand même prendre ces mesures. C'est bien de les avoir pris. Maintenant, et vous avez posé une question de l'opérationnalité. D'accord. Charles Hamel a d'ailleurs commencé à dire, et j'en vois son pas. A-t-on peur de parler des églises? Ben, je ne sais pas. Pourquoi on a fermé les écoles? Combien de paroisses sont ouvertes ce matin à 6h pour faire la messe? Voilà. Toutes les paroisses sont ouvertes. Mais tout le monde a fait la messe pour ceux qui font. Pourquoi a-t-on peur de parler des églises et des mosquées? Il faut dire qu'on les ferme aussi. Et en plus, je pense, pour ceux qui vont à l'église, apparemment Dieu avait dit que là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis là. Donc, ils ne sont même pas obligés de faire les regroupements comme nous. Donc, mais pourquoi on laisse les bars voilà, et ça, c'est là où... alors qu'on ferme les écoles? Voilà, je ne sais pas. Est-ce qu'on a dit que ce virus sort le soir? Ne sort seulement le soir dans les bars et sort dans la journée dans les écoles? Bon, si c'est le premier que le virus se promène partout, au moment où vous fermez les écoles, vous devez fermer les bars aussi dans la journée. Dans la journée. Mais ces genre de mesures arrivent lorsqu'on est dans l'impasse. En fait, on a fait le suivisme, le mimétisme. Oh oui, mais nos amis ivoiriens, nos amis gabonais. Bon, nous aussi faisons quelque chose et on a, comme ça, malheureusement, les comme vous l'avez dit même à la table de l'émission, les avions arrivent. On ne sait pas comment contenir les passagers qui vont. Donc, les mesures au niveau des hôtels où on devait les confiner, ça veut dire qu'on n'a rien dit au ministère des Finances pour dire, par exemple, discuter avec cette tenancier de ces hôtels en leur disant non, laissez-nous peut-être un étage ou alors 2 avec une capacité 2. On prend là-bas capacité 2, nous verrons ensemble. Donc, comment nous allons procéder à des aménagements nécessaires, les exonérations ici ou quoi, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, le gouvernement n'a pas vu ça venir. Et pourtant, il savait bien que tous les jours, les vols de l'extérieur venaient ici, surtout des francs de l'Union européenne. Donc, on n'a pas pensé à ça. Et malheureusement, on se retrouve dans des situations d'ambiguïté. Il y a des mesures urgentes à prendre après ce qui a été fait hier. Ouais, c'est déjà bien. On voit très bien que c'est déjà bien, bon, au Bégal, mais sauf que bien, comment on fait respecter ça? Encore ce matin, les gens surchargeaient les taxis. Et vous savez que, d'ailleurs, c'est ça le danger dans ce Cameroun, c'est qu'on laisse aux hommes politiques de prendre des décisions sur les questions qu'ils ne maîtrisent pas du tout. Non, c'est eux-mêmes. Bon. Les hommes politiques pensent tout connaître et pourtant ils ne connaissent pas. Et là aussi, je reviens au président Macron. Macron dit, les scientifiques ont dit qu'il les cite. Voilà. Il les cite. Après la réunion avec tel, après la réunion avec tel. Mais pourquoi ici, on ne cite pas? Le Premier ministre vient, commence à donner. Non, ça ne se fait pas, ça ne se fait pas comme ça, monsieur le Premier ministre. À la limite, il faut laisser les gens comme le professeur Soso et ses collègues. Ils sont nombreux. Les virologues. Voilà, c'est eux qui doivent nous dire. Et maintenant, vous les consultez et vous prenez les décisions qui sont. Mais dans notre pays, le politique veut tout parler et veut tout faire sauf ce qui le concerne. Là, s'il faut bien maintenant faire une bonne loi électorale, ils ne font pas. Ils ont fait en France, par exemple, même au Sénégal, un comité scientifique de coordination de la réponse. Ça veut dire que au-delà, pour ceux qui pensaient que ce n'est qu'une affaire de la santé, non, c'est une affaire des techniciens. Parce que vous avez des infectiologues qui doivent réagir, vous avez des virologues qui doivent également réagir, vous avez des anthropologues qui doivent également agir, des sociologues qui doivent agir, des juristes qui doivent agir, des économistes qui doivent intégrer ce comité scientifique qui doit être mis en place pour gérer la crise. Et ceci devait être fait depuis au moins
2 à 1 mois quand on a entendu ça chez les autres. La Chine a fait ça en 3 jours. Pourquoi ou en 10 jours, ils ont construit un hôpital d'une capacité de 10 places. C'est-à-dire qu'on les convoque, on leur dit, voilà qu'est-ce qu'on peut faire. On crée un comité. Surtout qu'on sait que nous avons beaucoup de scientifiques au Cameroun. Nous avons et surtout des scientifiques qui aiment leur pays. Et vous savez, et d'ailleurs c'est intéressant, c'est un virologue qui nous l'expliquait ce matin à la radio, qui parle en termes de transmission du virus, la distance de 1 mètre qu'il faut respecter. Qui respecte les 1 mètre de distance? Qui respecte ça? Même un taxi qui n'est pas surchargé. Si on prend juste le cas d'un taxi où il y a 3 places derrière, est-ce qu'entre les 3 passagers derrière, il y a 1 mètre Non, il n'y a pas 1 mètre. Hein? Donc on voit très bien que là encore, voilà, c'est ça, c'est un peu bizarre. Monsieur Bachou, sur ces mesures. Votre toit en combien de mètres en largeur? Il y a même des trottoirs. C'est occupé par le commerce. Nous n'avons même plus de trottoirs. Il faut déjà noter que tout ce qu'on dit là, c'est juste pour parler, M. Eric Fopoussi. Ce matin encore, je me suis baladé dans la ville et je me suis rendu compte que Sokatu se porte bien. Sokatu était bien surchargé ce matin. D'après, ils sont passés même ici, là. Ils se sont arrêtés à la salle de fête. J'ai interpellé le chauffeur. Il m'a dit, on va là-bas. Et le chauffeur? Le chauffeur. Je lui ai dit, mais c'est pas lui qui prend la décision. On va là-bas. Voilà comment le chauffeur de Sokatu m'a répondu ce matin. Vous avez eu des bensikineurs, ils sont encore là, ils sont dans les surcharges, c'est 3. Il y a un qui m'a dit... 3 feux rouges des cages, c'est 3 derrière. Une seconde, Chalamel. Il y a un qui m'a dit ce matin, Mouf, qui est là-bas, c'est le premier ministre qui paye mon carburant. Voilà. Donc, il faut dire que... c'est sérieux ce que je dis. Il faut dire que cette mesure a été prise à l'emporte-pièce, M. Eric Fopoussi. Elle est salutaire, vraiment. Je salue, mais je dis elle a été prise. Vous voyez, les gens ne se reconnaissent pas, les gens ne se sentent pas, les gens... C'est ce que Yaoundé a dit. La preuve, beaucoup de mamans ont envoyé des enfants aujourd'hui à l'école. Hein. Il y a beaucoup de mamans qui ont envoyé, j'ai vu des enfants qui allaient à l'école, que le ministre, il a dit quoi? C'est lui qui paye. On m'a demandé de payer l'argent de la pension, j'ai fini ça hier. On compose, allez à l'école. J'ai vu des enfants qui allaient à l'école aujourd'hui. Donc, c'est pour vous dire que c'est une mesure. Mais c'est quoi ce laxisme dans ce pays? Non. On nous est habitués à ça. On est dans un logiciel. Leur logiciel, c'est ce qu'on dit, on ne respecte pas, M. Fopoussi. Tous ceux qui parlent aujourd'hui, c'est dire les bars seront fermés de dehors, mais nous serons à l'intérieur. Vous entendez les bruits. Voilà des expressions que les gens commencent à dire que d'accord, on est habitué à ça le 20 mai, on est habitué, mais nous serons à l'intérieur. Je vais vous dire un autre cas. Monsieur Eric Fopoussi, tout ce qu'on a pris hier au niveau de l'aéroport, on les a amenés dans les différents hôtels. Il y a l'hôtel Beau Séjour, par exemple, qui a posé un problème. Les gens de l'hôtel Beau Séjour qui ont posé un problème, qui, à mon avis, était un peu réfléchi, M. Eric Fopoussi. Première chose, vous nous amenez des gens qu'on dit infectés. Le personnel n'est pas formé. Le personnel de l'hôtel n'est pas formé. Le personnel de l'hôtel n'a pas les moyens de protection. Il y a les clients. M. Eric Fopoussi, c'est-à-dire ces contaminations bis. Est-ce qu'on va les enfermer dans les chambres? Comment va être fait le service? Est-ce que c'est le personnel médical qu'on va déplacer pour aller placer dans ces différents hôtels? Est-ce que c'est des médecins qu'on va confier à hôtel X? C'est tel médecin qui va s'occuper. À hôtel Y, c'est tel médecin. Et il y a autant de questions qu'ils ont posées en disant, mais non, est-ce que le gouverneur lui-même qui a reçu, et j'apprécie l'action du gouverneur de sortir, mais est-ce que le gouverneur lui-même a convoqué tous ces différents strates? Il y a d'autres qu'on a placés à l'hôtel Lumière, M. Eric Fopoussi, sans aucune forme de publicité. Tous les riverains de là sont sortis, se sont levés pour dire que non, on ne fait pas ça ici à quoi? Je vous dis, ici à quoi? Je vous prends un cas. Et depuis ce matin, ils sont en réunion, M. Eric Fopoussi. Ils ont tenu une réunion ce matin où ils ont dit que non, on ne peut pas venir sans ça. La mesure a surpris aussi le gouverneur. Et on leur dit, les autorités administratives sont chargées, chacun à ce qui le concerne, à l'application stricte de ces mesures. Vous voyez que c'est sanitaire, c'est en train de soulever un autre problème, M. Eric Fopoussi, où les gens ont l'impression que comme on est venu parquer, c'est à eux qu'on est venu donner. Nous n'avons pas de formation, on n'a pas de cache-nez, on n'a pas... D'abord, qui a laissé ces vols entrer au Cameroun? M. Eric Fopoussi. Non, moi je pose une question depuis... C'est lui qui a interdit, c'est lui qui a laissé. Non, celui qui a laissé ce vol décoller et atterrir au Cameroun. C'est lui qui a interdit, qui a fermé les frontières, qui a autorisé que le vol vienne. Donc, on est d'accord qu'on dise aux enfants n'allez pas à l'école, mais les enfants vont rester à la maison. Mais les parents, eux, sont dehors. Un parent peut contacter
rentrer à la maison, donner à son enfant. On a des jeunes parents, des jeunes parents qui sont aussi, ce n'est pas seulement les vieux qui peuvent rentrer. Donc je crois qu'il faudra encore qu'il y ait ce travail. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas de spécialistes, comme vous l'avez dit, qui se sont penchés sur la question. Il y a des plans B. La majeure partie des établissements scolaires n'avaient pas encore fini le programme. Comment est-ce qu'on a fait au Sénégal? Au Sénégal, monsieur Eric aussi, rapidement, on a mis au Sénégal un plan d'action. En prendre en ligne, je vais à l'école en ligne. On a rapidement mis pour permettre les enseignants, dont tous les parents doivent laisser les téléphones portables à leurs enfants via des groupes WhatsApp, où chaque classe où l'enfant est, ils ont un groupe WhatsApp, on envoie des devoirs, on envoie des cours en disant à l'enfant. Non, mais ils ont fait. Ça, c'est ce que le Sénégal a fait. Au Sénégal, ils ont fait encore plus. Voilà. Il y a une télévision TFM en Côte d'Ivoire qui a été réquisitionnée pour donner des cours au Sénégal. Pour donner des cours. Ça veut dire que les enseignants viendront à la télévision, donner les cours, les heures sont prévues. Troisième, on fait cours en telle et telle heure, les élèves sont priés d'être devant la télévision à 7 heures. C'est pour ça que je suis attendu qu'il fallait en termes de mesures. Ailleurs on travaille, attention. On apprécie ce qui a été fait, mais ailleurs on travaille. Là-bas ils ont un logiciel, même eux ils ont lancé un logiciel pour tous les parents. Chaque classe a son compte par rapport aux écoles. Donc là maintenant les enfants sont à l'école à l'heure au Sénégal, bien qu'étant à la maison, jusqu'à l'heure que ça termine avec des évaluations. Donc je pense qu'on devait poser ce même type de problème. Madame le ministre des enseignements secondaires, le ministre de l'éducation de base devait travailler. Mais que d'entendre cela, j'ai eu une discussion avec un délégué départemental qui m'a dit que non, la majeure partie des enfants avaient même déjà composé. On se préparait déjà à une maladie. C'est vendredi, la semaine prochaine, on devait libérer. Moi, jusqu'à quel point les gens ont... Et si après cette semaine, il n'y a plus rien, ça continue, on maintient les cas de force s'aggraver. On va réfléchir. Je crois que ce sera perturbé, il faudrait qu'on y travaille. Malheureusement, on y est. J'évoquais les cas des pays qui travaillent. Et donc, vous avez donc des commissions, un comité scientifique de coordination composé d'anthropologues, sociologues, réanimateurs pour la réanimation, parce que ça touche aussi également la respiration. Il faut donc cela. D'abord, dans combien d'hôpitaux vous connaissez les oxygénateurs au Cameroun? On en compte combien si jamais on atteint des cas compliqués? Des oxygénateurs, donc respiration artificielle si jamais. Des modélisateurs. En termes d'ambulance, vous en avez des médecines de ville, par exemple. Des épidémiologistes. Voilà, on doit faire des virologues, des infectiologues, comme je disais. Et enfin, comme vous le voyez, des personnes qui vont aussi dire comment on doit s'habiller en ces temps-ci. Parce que ça obéit aussi à les règles. Je ne vous coupe pas. Quel tissu est recommandé pour ceux... Oui, les gens ont pris, les Chinois ont pris des mesures drastiques. Je ne vous coupe pas la parole. Vous avez vu hier, on a même des policiers. C'était 2 policiers qui gardaient plus de 30 personnes. Oui. Qui gardaient plus de 30 personnes avec un caginet. Moi, si vous avez bien regardé ces images, vous avez dit que, pardon, restez là-bas, ne bougez pas, ne venez pas ici. Comment on peut laisser 2 policiers poursuivre plus de 30 personnes dans la rue et en pleine nuit? Donc je crois que même les forces de l'ordre devaient revoir. Vous parlez de l'équipement, il faut qu'il y ait un équipement spécial pour ces forces de l'ordre pour pouvoir gérer cela. Malheureusement. Dominique Audrey. J'ai envie de demander à Dieu ce qu'on a fait pour mériter ça. Moi, j'ai eu très mal hier lorsque j'ai vu le tweet. Très mal. Le Cameroun ou le monde? Parce que le Cameroun, qu'est-ce qu'on a fait et aussi l'Afrique centrale. On a tourné le dos. C'est comme si l'Afrique centrale est le point le plus abandonné de l'Afrique. Regardez comment l'Afrique de l'Ouest gère. Aucun président, j'ai regardé au Tchad, en Guinée, au Gabon, on peut comprendre au Gabon, parce qu'avant ça, il était quand même très, très actif lui aussi, Congo-Brazzaville, RCA et Cameroun. Nos présidents, qu'est-ce qu'on vous a fait? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Prenez la Bible et vous lisez. Moi, Monsieur Mbachou. Oui, alors. Vous m'embrouillez. Non, allez-y. Oui, je voulais commencer par... On a ajouté dedans à votre moulin de qu'est-ce qu'on a fait pour mériter pour mériter une telle situation, ou pour mériter... de tels dirigeants. Oui. Un tel président qui semble insensible. Moi, le tweet d'hier, vraiment, si j'avais quelqu'un en face de moi, j'allais donner le coup de poing. Moi, je m'attendais à plus. À un moment, on a besoin d'être rassuré qu'on n'est pas seul dans cette guerre contre le coronavirus. Oui, les mesures, ok, mais ça fait du bien de savoir qu'il y a quelqu'un là-haut. Bon,
il y a quelqu'un au-dessus qui est avec nous, qui compatit. Même si c'était 30 minutes de montage vidéo, ça devait faire quelque chose. Aujourd'hui, on ne serait pas en train de se dire que comment est-ce qu'on nous a simplement dit respecter les mesures de l'OMS. Hein? Quand même, ce n'est pas normal. On s'attendait en plus respecter les mesures de l'OMS. Bon, maintenant, en ce qui concerne les mesures, moi, ce matin, je causais avec un tonton qui me dit que non, moi je lui ai dit non, on va certainement fermer les bars comme au Sénégal là-bas, on va en Côte d'Ivoire, on va fermer. Il m'a dit que non, c'est jusqu'à 18h. Mais entre le matin et 18h, est-ce que les vendeuses ne sont pas en contact avec les clients? Ou bien c'est simplement, vous pensez que c'est seulement qu'il y a 50 personnes qu'on peut contracter la maladie? Si on procède par confinement total de tout le monde, l'économie va être au ralenti. Il faudra payer les impôts. Il faudra l'économie, là, c'est pas encore évaluer les fonds à décaisser d'urgence. Il faut d'abord et l'économie, là, ce n'est pas. Je sais de réfléchir, il ne faut pas tuer toute l'économie. Il faut récupérer tous les tickets, les 500 francs. Vous êtes d'accord avec moi que lorsqu'on lance une mesure, d'accord avec moi qu'on va par priorité. C'est-à-dire qu'on essaie d'effacer ce qui n'est pas essentiel. Boire une bière est essentiel en quoi pour les Camerounais en ce moment? En ce moment? Oui, boire une bière. C'est ça qui n'est pas essentiel. Moi, je oui, partage tout à fait l'avis de Pembombo quand il parle de suivisme. Moi, j'ai envie de dire suivisme moutonnier. Parce qu'on a vu des pays qui ont pris des mesures, et certainement avec des palliatifs. Le cas du Sénégal qui fait les cours à la télé pour les étudiants. Bon, nous, tout le monde reste à la maison. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il y a des classes d'examen. Qu'est-ce que vous prévoyez par rapport aux examens qui devaient arriver dans les mois à venir? On ne nous dit absolument rien. Qu'est-ce qui se passe sur le plan social, économique? Comment on va gérer la montée des prix? La boîte de riz est aujourd'hui passée de 150 à 200 francs CFA. Je vous le dis déjà, c'est acté. Tout le monde le fait déjà. Donc, attention, il y a une augmentation des prix. Comment on fait pour gérer tout ça? Écoutez, hein, on a vu, par exemple, ailleurs, des gens prendre des mesures. On a injecté de l'argent, 200 milliards de francs CFA en Espagne, pour soutenir les entreprises qui vont subir le contre-coup de cette affaire. On a vu des mesures fiscales apportées pour gérer tout cela. On a même vu des compensations en termes de loyer, facture d'eau et le reste. Et il y a maintenant, comment on va faire? Dans notre pays, quand même, on néglige un certain aspect de la communication. Les médias sont très importants. Et c'était peut-être le moment pour même le Conseil national de la communication d'orienter les médias sur comment est-ce qu'on communique sur ça pour ne pas être divergent dans les orientations de la communication. Parce qu'au lieu de nous dire tous les jours que les informations sont montées, sont descendues, on pourrait parler de ça. Chaque organisme devrait être en action. Parce qu'aujourd'hui, on reste silencieux dans tout. Et puis après, on va dire que tel média n'a pas bien parlé, tel média n'a pas autre parlé. Et on n'a pas organisé la communication. Même ça aussi, c'est organisé. C'est pas de manière individuelle que chacun va se lever, mettre sur pied un sport, mettre sur pied des mesures. Parce que même le communiqué du Premier ministre hier nous donne de manière conclusive ce qu'il faut faire. Mais ne nous précise pas comment le faire. Parce que c'est tout un processus. On enseigne aux gens comment laver les mains. On enseigne. Alors, on va regarder justement cet élément, madame, monsieur. Pas encore? Il n'y en a pas? D'accord, ok. Malheureusement, on va le regarder. Mais c'est quand même intéressant de bien voir, de bien comprendre ce qui se passe aujourd'hui, madame, monsieur, puisque nous sommes dans un registre où le coronavirus, on voit ses dégâts ailleurs dans le monde, par exemple. Ça commence à monter. Comment est-ce que nous devons accepter cela? Ce qui s'est passé hier soir à Douala est inacceptable. Je l'ai encore dit en début de programme, c'est inacceptable qu'on parle de quarantaine, de mise en quarantaine, de confinement et que nous avons 50 personnes dont on dit être infectées dans la rue, avec 2 policiers qui sont à distance et qui attendent de voir est-ce qu'ils vont être reçus dans tel hôtel ou tel autre hôtel et que les tractations... Et que les tractations dans les quartiers, et que des tractations se passent de manière interminable. On nous signale que certains ont réussi à passer les mailles et sont rentrés en famille. Comment on fait pour rattraper ces personnes-là? Parce qu'elles vont également contacter, faire ce qu'on appelle les personnes contacts, contacter d'autres personnes. Comment on fait pour retracer ces personnes-là? Malheureusement, on ne comprend pas. Il y a un débat qui est né hier, et je voulais quand même qu'on tranche ce débat sur ce plateau une fois pour toutes.
Bon Bengan ce matin. Est-ce qu'on doit en vouloir à nos frères camerounais qui ont décidé de prendre l'avion et de retourner au Cameroun? Non. Parce qu'il y a un débat. Non. Oui. Mais attendez, Ouais. pourquoi les en vouloir? Quand il a fallu qu'on a cherché nos filles qui étaient au Koweït. C'est pas pareil. Mais pas pareil, on rentre chez soi. Oui. On rentre chez soi. C'est un débat qu'il y a eu hier, oui. Mais justement, on doit même favoriser. Mais pourquoi ces sentiments, vous laissez vos enfants mourir Bon, là-bas? la question que certaines personnes disent, parce qu'il faut que certaines personnes avancent, c'est qu'ils disent que ces gens-là sont dans des grands pays, qui ont les grands moyens, au lieu de rester là-bas, se faire entretenir et prendre en charge là-bas, ils préfèrent entrer au Cameroun par mauvais cœur, contaminer les Camerounais. Oui, nous avons des universités Vraiment. au Cameroun. Pourquoi Vraiment. on les accorde des bourses pour aller étudier ailleurs? Pourquoi ne les donnons pas les diplômes d'ingénieur, de médecin, de pharmacien au Cameroun, on les envoie ailleurs? Mais non, mais justement, ça veut donc dire la chose suivante. Votre enfant est en difficulté quelque part, vous le laissez là-bas, vous l'abandonnez? Justement, nous le disons depuis lundi, c'est le moment, le lieu par excellence d'actionner, d'activer et de relancer la coopération que nous avons avec la Chine. Ok. Avec la Chine est arrivée, le président chinois est arrivé dans un hôpital là dernièrement sans cache-nez, tout ça. De nous donner des médicaments parce que nous avons possédé par les cachotteries. Les gars, les Camerounais meurent encore de choléra ici. Oui. Pourquoi? Parce qu'on cache, on ne le dit pas. D'accord, bon. Donc on les amène, on procède à leur confinement. La Chine, dans cette coopération-là, vient Très bien. commencer, et même avec les médecins, avec le corps médical. Non, on ne doit pas les amener. On ne doit pas les laisser en Vous aurez la divagation. parole, Dominique Audrey. On ne les laisse pas en divagation. Ça, on les confine et la Chine... Ok, Chalamel. La question que je pose précisément, ce qu'on a entendu hier, c'est qu'on a une diaspora écervelée, inconsciente. Est-ce que c'est juste de dire ça? Je ne répondrai pas à votre réponse parce que nous sommes en situation de crise, il faut avoir des comportements adéquats. Monsieur Eric Fopoussi, ce matin on débattait du cas d'un gars qui est séropositif et qui a une femme. Tous, on a condamné l'acte de n'avoir pas dit à la femme et de rester sur le même toit. À l'immédiat, vous posez la question. Non, ils restent en Europe, monsieur Eric Fopoussi. Ils font leur confinement en Europe. Ils connaissent ce qui est derrière. Ils connaissent. Nous sommes la poubelle, monsieur Eric Fopoussi. Nous sommes, excusez-moi l'expression, nous sommes la poubelle. Quels sont les moyens qui vont être mis pour les soigner? Vous avez suivi un médecin qui a expliqué ce matin qu'il n'y a pas de traitement. Il n'y a pas de traitement adéquat. Donc ça suppose qu'il y aura des gens qui vont mourir, monsieur Eric Fopoussi. Excusez-moi l'expression. Si on n'envoie pas, je suis d'accord qu'on envoie. Mais du moment qu'on affrète un avion qu'on va envoyer pour venir, mais ils peuvent rester là, on les prend en charge. Je crois que les traitements sont plus avancés là-bas en Europe qu'ici au Cameroun. Non, en France et en Italie, ils meurent comme des mouches. C'est parce que c'est des vieillards. Non. Parce que c'est des vieillards, c'est Voilà. susceptible de prendre plus de vieux. L'Italie a une population plus vieille La Chine a que tous les contenu autres. Non, mais cette bon. maladie avec les jeunes. Elle peut contenir, nous aider. C'est pourquoi nous ne Ah, voulons pas donc, développer vous aurez les souhaité tests. qu'on développe donc tous ici au Cameroun. On a déjà développé. J'ai quoi? dit, a on vient, pas- on les confine. La Chine nous accompagne dans ce confinement-là. On ne les laisse pas en Bon, famille. la Chine elle-même est dépassée. Elle n'est pas L'Italie même Non, est dépassée. la Chine Je crois a qu'on ne envoyé devrait des pas tonnes de regarder. médicaments en Italie. Si dès le D'accord. début on avait fermé, dès les premiers on avait fermé les aéroports, littéralement, je suis sûr qu'on n'aurait pas eu de cas. D'accord. On serait tranquille. Ok, Dominique On est Audrey. dans les cachotteries. Vous aussi, c'est ça, la même. vous aussi, vous pensez Nous sommes que... dans les cachotteries. Une seconde. Vous pensez, vous aussi, que ces Camerounais-là doivent plus rentrer au Cameroun jusqu'à ce coronavirus? Je pense que la question est mal posée. Non, mais Parce que comment c'est là, mal posé? posé comme ça, Ouais. on donne l'impression qu'on ne veut pas qu'il revienne au Mais Cameroun. c'est ça qu'il s'agit. C'est parce qu'il a un problème précis. Il ne peut pas Comment on pose la revenir question? aujourd'hui parce que... Comment on pose la question? La question, c'est comment? Est-ce qu'en revenant au Cameroun, ils sont sûrs d'avoir un traitement? Est-ce que ces Camerounais-là, en revenant ici sont sûrs d'avoir le traitement? Oui. Parce qu'on ne devrait pas dire est-ce qu'on doit les accepter. C'est leur pays, ok. Mais maintenant, en revenant ici, ils sont susceptibles de favoriser la multiplication des cas. non, vous Mais dites- voilà, non, au Cameroun, d'abord. c'est pour ça. Sauf que ceux qui étaient dans la rue hier, fait, on Mais fait justement, comment? c'est votre gouvernement. La question posée par M. Fopoussi est indésirée. Il ne Et devrait pas le revenir. Premier ministre a dit quoi? Tous les Camerounais qui veulent, qui s'approchent des services des ambassades,
pour rentrer dans le Mais pays. sauf que ceux-là ont commencé à venir avant même ça. Mais Donc, ça, vous c'est dites pour parce ça que là, qu'on on dit était que- dans c'est le pour ça qu'on problème. dit que il non, devrait pas- Sauf que, non, moi je dis, quand on fait un débat, il faut avoir une vision panoptique et holistique. Il n'y a pas que la maladie qui pose problème. Quand un dirigeant prend une décision, il prend les autres composantes. Et il s'agit là de nos frères camerounais. Vous n'imaginez pas le cynisme que vous développez en disant que est-ce qu'ils peuvent se soigner mieux au Cameroun? Oui, leur pays devrait mieux les soigner. Bah oui, il n'y a pas. Oui, oui, On a la leur pays coopération avec devrait la mieux Chine. les soigner. On ne veut La pas réalité, laisser- c'est laquelle? Le pays devrait. Devrait. Oui. La Et réalité bien sûr. maintenant, c'est laquelle? C'est peu. Oui. Ah, d'accord. Il suffit que En le comptant président, sur la Chine. oui, le président Revenez. Paul Biya, ça lui coûte un coup de fil. revenez. Un coup de fil avec le président chinois. Il a quand même Il dit se là-bas, visite tout le temps. la Il ne Chine nous faudrait a pas. quand même Ce donné sont des visites les tout le temps. éléments de campagne électorale Il en ne 2018. faudrait- non, La il ne Chine faudrait peut aussi pas. nous donner Il ne des faudrait pas éléments parce que il Mais faut c'est ce que la faciliter. Chine est en train de faire dans le monde. Monsieur Il Eric a apporté Fopoussi, son expertise je vous parle, en l'une des Italie. mesures, Alors, l'une des mesures basiques serait d'utiliser les cache-nez. Il y en a à disposition à Douala. Vous le voyez là, on commercialise. Même dans les pharmacies, vous avez. Et vous dites que il devrait revenir parce que le gouvernement devrait. On pense Oui. qu'ils sont plus à même Il y a des chanceux qui ont les cache-nez, d'autres qui n'en ont pas. Le ponce pilatisme de ce pays n'est pas loin de s'enlever. On n'est pas contre C'est le ponce que- pilatisme. quelquefois, On est pas malheur contre- est bon. Ouais. C'est quand- Il ne faut pas donner, va ça mesurer. va donner l'impression qu'on est contre ces personnes-là. Quand on dit également que non, il ne faudrait pas qu'ils reviennent, c'est parce qu'on sait consciemment que là-bas, ils ont facilement la chance d'avoir une meilleure... les gens meurent là-bas. prise en Non, charge. non, les gens meurent là-bas. Pour un Camerounais, Il n'y a pas de médicaments, il meurt là-bas. soin de lui. Un Camerounais Eh, les mort gars, là-bas. ils meurent là-bas tous les jours, non? Vous ne voyez pas que c'est là-bas Il qu'on meurt. meurt. Nous avons la possibilité En comptant d'encadrer. sur la Chine. Mais oui, Voilà les cache-nez que nous n'avons même pas. mais la Chine va apporter. Pourquoi la Chine donne les éléments pour Ok. les campagnes électorales d'un De toutes les candidat? façons, Et il ne peut pas donner les Et il ne peut pas donner les cash. cache-nez pour les citoyens camerounais. Ok, merci. On va s'arrêter là pour la revue des réseaux sociaux ce matin. Madame, Monsieur, restez avec nous. On va retrouver dans un court instant Constilamine pour retrouver évidemment la suite de cette émission ce matin qui nous permet de faire le concept Salaka Constilamine qui est un concept qui dirige ce concept Salaka et qui fait de la vente à la télévision. Constilamine qui va s'installer donc au plateau B avec nous ce matin. Le temps de le retrouver rapidement pour le concept Salaka et le magasin 1001 tapis où évidemment vous retrouvez toutes les indications liées au vin bio. Consti, bonjour. Bonjour Eric, vraiment merci beaucoup pour cette reconnaissance à mon endroit. Je rappelle que tu es un ami et partenaire du concept Salaka également. Bonjour à toute l'équipe qui t'accompagne sur le plateau A ce matin. Alors une fois de plus, bienvenue au concept Salaka. C'est un plaisir de vous accueillir tous les jours de lundi à vendredi sur les antennes d'Equinox Télévision et de vous accueillir également du côté du magasin 1001 tapis. Alors ce matin, nous allons commencer la vente avec la présentation de votre complément alimentaire, le Van Bio Oméga 3 que voici. Regardez comment ça se présente. À ne pas confondre avec les autres Oméga 3. Oui, je sais qu'il y en a tellement sur le marché camerounais, africain et mondial. Mais les Van Bio Oméga 3 ont cette particularité d'être bien entendu des compléments alimentaires de qualité supérieure. Les Van Bio Oméga 3 permettent bien entendu de réduire les complications du diabète. Ça permet également de réguler le taux de cholestérol dans le sang. Le Van Bio Oméga 3 permet également d'assouplir vos articulations. Le Van Bio Oméga 3 permet également de nous prévenir contre les AVC, de nous prévenir contre cette maladie liée au vieillissement, à savoir l'Alzheimer. Le Van Bio Oméga 3 permet bien entendu de réduire les complications du diabète. J'insiste bel et bien sur cet avantage. Ça permet de réduire les complications du diabète. Voilà donc pour ce qui est des avantages liés à la consommation régulière du Van Bio Oméga 3 qui, je rappelle, n'a pas changé de prix du côté du concept Salaka. Il est de 5 500 francs pour une boîte de 30 gélules. Je dis bien, une boîte de 30 gélules, vous la retrouverez à 5 500 du côté du magasin 1001 tapis en face du Palais d'Ica.
comment consommer son Von Bio Oméga 3? C'est toujours important de le rappeler aux téléspectateurs. C'est une gélule par jour pendant le repas. Et le Von Bio Oméga 3 ne vous empêchera jamais de prendre les autres médicaments prescrits par les médecins parce que lui, il est un complément alimentaire. Vous allez le consommer une gélule par jour pendant le repas. Les numéros de téléphone, vous les avez au bas de l'écran. C'est l'occasion de commander dès à présent votre Von Bio Oméga 3 pour ceux qui m'ont regardé à l'instant et pour ceux qui nous regardent tous les jours, bien vouloir partager l'information à vos connaissances, collègues et amis. 5500 pour une boîte de 30 gélules de Von Bio Oméga 3. À côté bien sûr de ce complément alimentaire, on parle également de plus en plus d'un lait de toilette pour diabétiques. Oui, c'est un lait de toilette pour diabétiques. Votre peau, elle est délicate, elle est fragile, elle est sensible. Alors, je vous conseille bel et bien d'utiliser régulièrement ce lait de toilette qui permettra à votre peau d'être de plus en plus belle, d'être de plus en plus protégée. Vous l'avez à 6 000 francs, votre lait de toilette du côté du magasin 1001 Tapis. C'est uniquement pour les diabétiques. Je vous le conseille vivement, ce lait de toilette. Voilà donc pour ce qui est de la présentation de ces deux produits qui constituent la grande famille Von Bio. Le temps de rappeler également qu'il y a également le Von Bio Libido, Von Bio Gastro. Et je ne saurais partir ce matin sans présenter encore et encore cette pommade. Oui, la pommade contre les hémorroïdes. Regardez bien sûr ce flacon. Regardez bien sûr cet emballage. À l'intérieur de cet emballage, il y a une pommade. Et cette pommade, elle est uniquement pour les hémorroïdes. Vous en souffrez depuis longtemps. Vous connaissez quelqu'un qui en souffre? Alors, plus besoin de chercher des midi à 14h. Rendez-vous au magasin 1001 Tapis. Alors, appelez le concept Salaka pour avoir plus d'amples d'informations sur la pommade contre les hémorroïdes. Vous me regardez, quelle que soit la ville, quel que soit le pays, quel que soit le village, commandez dès à présent cette pommade contre les hémorroïdes, que ce soit pour vous ou alors pour d'autres personnes. C'est une pommade qui permet d'éradiquer totalement le problème des hémorroïdes. Merci beaucoup, Eric. Bien sûr. On va faire interpellation tout de suite, mesdames, messieurs. Le développement de ce pays, ça demande que tout le monde doit mettre la main pour travailler. Chacun doit travailler. Bon, quand on ne travaille pas, on doit attendre à qui? Hein? Le gouvernement d'aujourd'hui fait du bien, que chacun doit mettre la main dans la pâte. Si toi tu ne travailles pas, tu vas attendre à qui? Même si ton père ou ta maman vit, est-ce que c'est lui qui doit encore te donner aujourd'hui? Lui ne peut pas te donner parce que c'est toi qui... La jeunesse d'aujourd'hui doit travailler. On ne doit pas toujours perdre le temps à attendre qu'on doit te donner. Il faut avoir seulement la force de travailler. Il nous faut seulement qu'on doit avoir la santé. La santé est plus importante. C'est ce qui est bien dans ce pays. Alors, bon, Obengan, un petit commentaire en 30 secondes sur ce qu'a dit la compatriote. Je suis d'accord avec la compatriote, mais le drame, justement, c'est que est-ce qu'on nous a appris ce que veut dire travail? Qui est un terme qui est d'ailleurs consacré dans notre devise, mais on nous parle seulement de paix. Quand il y a j'allais dire des échanges entre les citoyens, on vous dit, mais vous ne voulez pas la paix. Mais personne ne nous a jamais dit ce que veut dire la paix, ce que veut dire le travail, ce que veut dire la patrie. Donc, voilà. Voilà, très bien. Merci. On va basculer au plateau B, Consilamine, une fois de plus. Et après Consilamine, je rappelle, on va dire un mot, une fois de plus, sur la question, faut-il ou pas que nos compatriotes d'étrangers rentrent à la terre patrie pour pour nous retrouver? La grande question. Consti, c'est à vous une fois de plus, je vous en prie. Bien entendu, c'est à moi. Alors, mon vêtement a un élément, c'est bien sûr la jaquette. Une jaquette, bien entendu, qui vous permet, il faut le rappeler, chers téléspectateurs, de réduire, d'éliminer les douleurs au niveau du dos. Cette jaquette, c'est bien sûr un correcteur de posture. Le correcteur de posture que voici permet d'éliminer les douleurs au niveau du dos. Le correcteur de posture permet, bien entendu, chers téléspectateurs, d'éliminer les douleurs au niveau des épaules, les douleurs au niveau du cou. Le correcteur de posture permet également de nous prévenir contre le mal de dos. Le correcteur de posture permet de redresser votre dos. Ah ben oui, les avantages, on peut les lire à travers la télévision. Alors regardez bien ces avantages, lisez-les attentivement, bien entendu. Relevez le numéro de téléphone et commandez dès à présent votre correcteur de posture, encore appelé en anglais en français
corrector de posta. Yes, corrector de posta. Na something way when you do well at any time, you go make say you know go here again hot for your dough. With the corrector de posta, you know go here again hot for your neck. You know go here again hot for your cou. Donc, any man must buy corrector de posta. You dey taximan, you dey camionneur, you dey worker, you dey communicateur, you dey student. Any man must get a corrector de posta. Because say, when you go here hot for your dough, just take corrector de posta. Sep man way, you know the year hot for dough, must get corrector de posta. Because the corrector de posta, the make say, you go prevenir your douleur for dough. Donc, any man with just now, just come for magasin Milan Tapi and commander, il y a corrector de posta. Look à CD, nasso de Niwelam, de Niwelam avec jaquette. Ça se porte comme une jaquette, chers téléspectateurs. C'est une véritable jaquette médicale, disponible en plusieurs couleurs, la couleur noire et la couleur blanche, disponible en plusieurs tailles. Vous avez la taille M, la taille L, la taille XL et la taille XXL. Pour ceux qui sont hors de la ville de Douala et qui ont besoin de commander un correcteur de posture, appelez tout simplement le concept Salaka. Communiquez-nous votre taille et nous nous chargerons d'assurer la livraison de votre correcteur de posture. N'attendez pas la fin du stock, ne soyez pas parmi les derniers. C'est maintenant plus que jamais qu'il faudrait avoir un correcteur de posture. Je rappelle, c'est 10 000 francs le correcteur de posture. Pour ce qui est des points de vente, le point de vente c'est à Douala au Cameroun, en face du palais d'Ika. C'est le magasin 1001 tapis, ouvert de lundi à samedi de 9h à 18h30. Pour ce qui est de la ville de Yaoundé, on a un représentant en plein cœur de Yaoundé, M. Yimeni Anthony, qui assure les livraisons depuis plusieurs années à tous les clients de Yaoundé. Les autres villes du Cameroun et les autres pays vont tout simplement procéder par un système de livraison. Donc, il faudrait commander à travers nos numéros de téléphone et passer votre commande. Merci beaucoup et surtout, rendez-vous au magasin Milan Tapi pour commander votre correcteur de posture que voici. Donc, any man must commander et correcteur de posta. Mototin, nye sengalemba tatan, angam commander correcteur de posture. Nye na concept salaka amandi senon, na sombinyo jita, bunyaba buam, jidongame au Milan Tapi, au Aqua, inde au Douala. Merci beaucoup. Voilà, Consti Lamine, comme toujours, fidèle au poste. Voilà, Karine, on va bien sûr avec vous nous tourner vers vous. Tout à l'heure, on évoquait justement la capacité. Il faut quand même qu'on soit clair sur ce qu'on a dit. Hein. Lorsqu'on dit que nos compatriotes ont la liberté de rentrer dans leur pays, ce n'est pas que nous sommes des permissifs. Ça veut dire que lorsqu'ils arrivent, ils doivent justement respecter le confinement de 14 jours, comme on l'a dit. 14 jours, on les observe et ensuite ils peuvent se mouvoir dans le pays. Le Cameroun a les moyens de faire ça. Le Cameroun a les moyens de faire ça. On n'a pas à jeter l'opprobre sur nos compatriotes de la diaspora en estimant qu'ils sont dans les pays ailleurs où ils peuvent mieux se faire soigner. Monsieur Eric Fopoussi, les États-Unis ont fermé les aéroports sur 30 jours. Il y a beaucoup qui étaient venus ici en congé, qui ne peuvent pas rentrer, qui sont bloqués. Qui sont bloqués pour cela. Donald Trump a dit qu'il ferme, sauf pour les Américains qui sont à l'étranger. Oui, les Américains qui veulent rester sont restés d'eux-mêmes. Leur président leur a dit, tout le monde reste, sauf les Américains qui sont à l'étranger. D'ailleurs, même ils ont envoyé les avions. Les moyens de leur politique. Il a même dit. Avons-nous les moyens de notre politique? Oui, nous en avons. Vous avez vu sur la toile, les gars qui sont arrivés, qu'on a suspectés, on les a abandonnés. C'est vous-même qui avez ouvert les dossiers. Et c'est la responsabilité. C'est justement parce qu'on a aussi du souci pour eux qu'on a estimé qu'il aurait été mieux de. Et pour nous, parce qu'on n'est pas là-bas. C'est bien de vous asseoir ici au chaud et de dire ça. Le professeur Soso, recteur de l'université de Yaoundé 1, n'a pas attendu qu'on lui donne des instructions. Comme scientifique, il a donné ce qu'il a fallu faire comme décision et les autres ont suivi. Oui. Pourquoi vous ne pouvez pas prendre ça aussi en considération? Il doit venir, même si on n'a pas les moyens, qu'il meure ici. Mais comme nous avons les moyens de confinement, nous avons la coopération qui peut nous aider à peut-être même à enrichir nos recherches. Pourquoi? D'accord. Donc pourquoi vous ne voulez pas qu'on bouscule le président qui ne veut pas parler? Oui. On bouscule au prix des vies des gens. Oui, justement. On ne veut pas qu'il vous pensez vraiment que ce sont... Cette sera même 2 fois dans le Camerounais qui va mourir, un Camerounais qui meurt à l'étranger, c'est un... Il y a un hôtel public à Douala.
on demande à cet hôtel-là de ne plus recevoir de clients. On met certains là-dedans. Voilà. On réquisitionne l'État. Mais en attendant, ils sont dans les hôtels. Ils sont en train de divaguer comme ça. Non. Que les mesures soient immédiates. Que les mesures soient immédiates. Mais c'est on ce a que vu nous une disons. femme d'une femme avec ses enfants dans la rue. Et ce n'est pas normal. C'est bon, Dominique Audrey, mais la responsabilité n'est pas, c'est pas leur responsabilité. C'est clair que ce n'est pas la... On va malheureusement s'arrêter là pour ce matin. Nous tenions à faire ce débat-là pour qu'on se comprenne finalement. Madame Besson, on va s'arrêter là. On se retrouve demain lorsqu'il sera 10h avec peut-être de bien meilleures nouvelles pour nous. Un Camerounais aurait peut-être trouvé le vaccin contre le Covid-19 puisque ça envoie de trouvailles aux États-Unis, par exemple, à Seattle. Donc, passez une bonne journée. À demain, 10h. Que Dieu bénisse le Cameroun.